Qu'il s'agisse de construire des maisons ou de cultiver des légumes, Masa fait toujours la même chose qu'au Japon. La seule différence maintenant, c'est qu'il le fait dans un monde différent. Dans un village rural de la campagne, Masa essuie sa sueur après avoir terminé ses tâches d'approvisionnement, pour ensuite se voir remettre une liste d'autres tâches à accomplir. Il se demande si la gestion des tâches relève réellement de ses responsabilités, mais tel est l'avis d'un gars d'un centre d'accueil rural. Un centre de rénovation est généralement un magasin de détail qui vend des biens et des produits de première nécessité du quotidien, du moins c'est ainsi que cela devrait être. C'est différent quand on est à la campagne. Des commandes et livraisons à la satisfaction de toutes les demandes, y compris la réparation de machines, le jardinage et l'entretien du paysage, la construction, l'arpentage et à peu près tout ce dont un client pourrait avoir besoin. Grâce à cela, les employés bénéficient rarement de jours de congé, presque comme dans une entreprise noire. Mais lorsque Masa voit les sourires reconnaissants du villageois, il se rappelle qu'il n'a jamais considéré cela comme un mauvais travail, du moins pas jusqu'à aujourd'hui. Il finit avec une autre nuit blanche en pensant à l'âge de son corps. Soudain, sa vision commença à se brouiller. Tout est devenu blanc et cela semblait complètement hors norme. Juste au moment où il était sur le point de s'effondrer, une force hors du commun l'a englouti, puis il a senti son corps arriver à un autre endroit. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait car tout autour de lui était blanc et même ses vêtements sont devenus si amples que si son corps avait complètement rétréci. Alors qu'il criait de confusion, une voix se fit entendre pour le féliciter pour sa grande sélection. Une femme apparaît dans le ciel, descendant gracieusement pour le saluer. La déesse Marie dit qu'il va se réincarner dans un monde fantastique, rempli de magie et de bêtes. Son destin étant scellé, elle agit pour le faire venir dans ce monde. Masa gémit en ouvrant les yeux. Au lieu de son alarme habituelle, le son d'une voix de femme le réveilla. Mais à sa grande confusion, il vit quelques oreilles de lapin. Il sursauta, complètement réveillé par la surprise et la rencontre inattendue. La curiosité prenant le dessus sur lui, il tendit la main et toucha les oreilles, confirmant qu'elles étaient réelles, douces et chaleureuses. La jeune fille recula, se sentant lésée par ce contact. S'excusant, il demande alors qui est la dame aux oreilles de lapin, alors elle le corrige en disant qu'elle est en fait un pin avec de vraies oreilles. Malgré son choc, il résista à la rencontre avec les lapins. Il n'était pas dans un rêve comme il s'y attendait et fut en fait transporté dans l'autre monde, Alstaïtia, comme le disait la déesse. C'était une terre vaste et verte. Cependant, c'était plus problématique qu'enchanteur. Repartir de zéro dans un monde différent était trop hardcore pour qu'il commence à paniquer. Mais le regarda marmonner et se figea alors qu'il se tournait soudainement pour la regarder. Il lui demande alors si elle peut l'emmener là où elle habite. À vrai dire, il n'a vraiment nulle part où aller, il a donc besoin d'une grande faveur. Malheureusement, c'est un humain et les autres seraient en colère si elle l'amenait seule. Selon leurs adultes, les humains sont des êtres cruels qui n'aiment personne qui n'est pas humain. Tout comme dans les mangas et les jeux, son espèce doit se livrer à l'esclavage ou autre. Pourtant, il demande à la fille de leur parler à sa place. Leur conversation est interrompue car ils sentent quelque chose venir par derrière. S'approchant d'eux avec un sourire sinistre, se trouvait un hobgoblin presque fumant de pouvoir. C'est si fort qu'il faut tout un groupe d'adultes pour en battre un. Comme il est couvert de cicatrices, il doit s'agir d'un animal séparé de sa meute. Elle tira sur le bras de Masa, disant qu'il devait s'enfuir maintenant, pleurant même alors qu'elle essayait désespérément de le convaincre. Cependant, cela a l'effet inverse. Au lieu de battre en retraite, il affirme sa détermination et la pousse derrière lui, disant à Mei de s'enfuir pendant qu'il occupe le monstre. Si c'est vraiment si dangereux, il ne peut pas le laisser la suivre jusqu'à sa ville. Elle essaie de l'avertir de ce qui pourrait arriver s'il se bat, mais il le sait déjà, mais lui dit néanmoins d'y aller déjà. Le jeune homme soupire alors qu'elle part, ne sachant même pas ce qu'il faisait. Après avoir vu son visage troublé, il n'y avait pas d'autre choix que de la protéger. L'adrénaline montait alors qu'il exhortait le monstre à venir vers lui. Il fait ce qui lui est demandé et lance son marteau sur le jeune homme, et il est assez fort pour détruire le sol sur lequel il se tenait. Même si le coup n'a pas touché, il a quand même été repoussé au loin. Le gobelin sourit, comme s'il se moquait de son corps faible. Il était frustré et pensait qu'il lui suffisait d'une seule capacité pour avoir une chance. Sentant qu'il n'avait pas d'autre choix, Masa lança quelque chose sur l'ennemi. Une bouteille d'eau frappa le visage du gobelin et Masa regarda le mince plastique recyclable avec incrédulité. Le monstre ne put s'empêcher de rire de sa pitoyable tentative de se sauver. Avec son sourire terrifiant, il savait que tout était fini. Cependant, il glissa soudainement sur la bouteille alors qu'il avançait. Avant même que le jeune homme puisse comprendre cela, la tête de l'ennemi heurta un rocher, l'assommant. En fait, il rit et agit comme quelqu'un qui dépose un rapport de police dans la rue. Une main sortit d'un portail et lui frappa le visage, lui demandant ce qu'il faisait. Elle dit qu'elle l'a convoqué près d'un paisible village humain. Alors pourquoi était-il si loin ?
Maintenant, il est mutilé par des gobelins et joue déjà avec la mort dès son premier jour. À sa grande surprise, il voit Marie le regarder avec colère, se demandant pourquoi il n'utilisait pas toutes les compétences qu'elle lui a données. La veille de la réincarnation, les deux parlaient de déménager dans un autre monde. Parce qu'un dieu a perdu un pari avec elle, il a été affecté à un monde qu'elle gère. Confirmant son identité, elle parle de son nouvel âge, de son nouvel emploi et de ses compétences lorsqu'il intervient pour évoquer ses propres préoccupations. Il ne croit toujours pas que c'est vrai, mais c'est malheureusement le cas, et il n'a pas la possibilité de refuser. Le choc de la réalité le frappe. En tant que déesse omnisciente, elle comprend que faire cela aveuglément doit être angoissant. Pour le rassurer, elle a préparé ses bénédictions personnelles et lui offre 3 bons d'acquisition de compétences. C'est quelque chose qu'il connaît et qui est comparable aux capacités des jeux auxquels il aime jouer. Alors qu'elle commençait à avancer dans le processus, une main apparut hors d'un portail et attrapa fermement son épaule. Est eut un sourire glacial disant au mari de lui donner 8 bons. Sa peau rampa lorsque la déesse aînée dit qu'elle avait dû se tromper pour une raison quelconque. Avec cela, la fille fauteuse de troubles est empruntée un instant puisqu'elles ont quelque chose à discuter. Normalement, ceux qui ont fait le pari devraient en être ceux qui s'excusent, mais Est allait le faire elle-même. Son mari, Zeus, et leur enfant ont causé des problèmes, dont elle est désolée. Masa reconnaît leurs noms comme étant ceux de la mythologie grecque. Lorsqu'ils appliquent des contrats divins, ils ne peuvent aider l'âme choisie qu'en accordant des bénédictions. Ils peuvent conférer des choses comme la langue locale, mais une fois descendus, les dieux ne peuvent plus intervenir. De plus, la fille n'allait donner que 3 billets au lieu de 8. Dans l'intention d'en prendre pour elle-même. Il la regarde avec colère, mais Marie se comporte comme une enfant qui n'entend pas ses défauts. En continuant, ils invoquent une machine à sous de compétences. Ils utiliseront cet outil divin puisqu'ils ne peuvent rien lui donner de spécifique. Il existe une règle selon laquelle effectuer 10 tirages donne droit à un tour supplémentaire. Est a une excellente idée et lui accorde 2 billets supplémentaires de Zeus et Marie en guise d'excuse. La fille n'a pas le pouvoir de s'opposer, elle souligne donc simplement à quel point c'est une bénédiction de recevoir 11 compétences. En s'en remettant, il commence avec enthousiasme la série de 11 compétences. La première chose qu'il obtient est une évaluation de niveau 3. Ce qui vient ensuite est un artisanat en pierre de niveau 4. Tout cela semble commun, mais les déesses confirment que sa chance est grande, donc quelques belles devraient apparaître. Cependant, il continue d'acquérir de nombreuses capacités simples, telles que le démantèlement, l'exploitation minière et l'artisanat du cuir. Au fur et à mesure que les sondages avançaient, il obtient une boîte de stockage dimensionnelle d'assez haut niveau, de forge, d'alchimie, de magie de guérison et de déforestation. Les statistiques de chance de Masa sont absurdement élevées, mais ses niveaux de compétences sont pitoyables. Enfin, il obtient la compétence cartographique extrêmement rare qui lui montre la zone dans un rayon de 3 km. Ses yeux semblent pleurer alors que la vie lui disait d'être menuisier. Cela dit, sa mission de compétence est terminée et il est temps de descendre dans son nouveau monde. Il s'est réveillé de ses souvenirs. Un ticket de compétence n'est créé que lorsqu'un dieu et mortel porte un enfant et qu'il en a utilisé 10. Il pense qu'il n'avait aucun moyen de se battre avec les compétences dont il dispose, mais Marie n'est pas d'humeur à trouver des excuses. Elle lui rappelle qu'il n'est plus sur Terre et qu'il doit faire quelque chose avec le gobelin. Le jeune homme reçoit le gourdin lourd et pointu du monstre et lui dit qu'il doit le tuer ou être tué là-bas. S'il veut vivre, il doit affronter la réalité avec son cœur et l'accepter. Pour l'instant, la meilleure option est d'en finir avec un coup franc. Lorsqu'il fait ce qu'on lui dit, elle le félicite et lui dit de vérifier son écran de statut. Masa est ennuyé par sa précipitation, mais lui obéit quand même. Il appelle son écran de statut avec son esprit et il voit qu'il a progressé de niveau grâce à l'expérience et au combat. Forte de cette précieuse leçon, elle entreprend de le soigner et de le téléporter dans un village voisin, mais il l'arrête soudainement, disant qu'il a rencontré une fille il y a quelques instants. Elle est surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il y ait un humain si loin dans les bois, alors il explique que la fille fait en fait partie d'une tribu de lapins. Alors que Marie insiste avec insistance sur le fait qu'il doit l'aider à rentrer saine et sauve dans son village, une main la saisit. Elle se retourna frustrée, exigeant de savoir de qui il s'agissait, et rencontra le regard glacial d'Est disant à la déesse d'arrêter d'interférer avec les humains. Le jeune est ramené dans le portail et Masa est encouragé à vivre à sa guise dans un tout nouveau monde. Juste au moment où il disparaissait, une voix familière l'appela. C'était Mei, il revenait avec un groupe d'adultes armés pour l'aider. Il sourit à la fille, pleurant alors qu'elle l'embrasse, disant qu'il s'en est sorti en un seul morceau.
Ses proches le remercient alors sincèrement de s'être mis en danger pour protéger un inconnu. Ils retournent au travail et posent des questions sur le gobelin, alors l'humain montre simplement l'endroit où repose son corps. Tout le monde était sous le choc, incapable de croire qu'il l'avait vaincu tout seul. Comme d'habitude, il en rit d'un air penaud, disant qu'il a eu la chance qu'il y ait un accident. La situation était ridicule. Mais le plus urgent pour lui était de savoir où il allait rester. Heureusement, ils en ont parlé en chemin et ont accepté d'accueillir quelqu'un dans le besoin. Ses yeux brillaient d'espoir et de gratitude. Ouvrir leur maison à quelqu'un qui a risqué sa vie pour protéger Mei n'est pas grave du tout. La première chose qu'il doit faire est de rencontrer leur chef. Tout s'est passé si vite plus tôt qu'ils n'ont pas eu le temps de parler. Maintenant, Mei se présente enfin correctement, mais l'image d'elle, l'appelant son grand frère, lui fait vibrer le cœur. Comme sa réaction l'inquiète, il dit qu'il ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'une telle chose se produise. C'est son tour maintenant, alors il tend la main et se présente avec un sourire. Il y a beaucoup de doutes dans son esprit et il n'est même pas sûr de ce qu'il peut faire. Quoi qu'il en soit, sa vie libre dans un autre monde commence à partir de là. Masa était un employé de quincaillerie de 36 ans jusqu'à ce qu'il rentre chez lui un jour. Une déesse nommée Marie l'a convoqué sans aucun avertissement ni égard à sa situation et il s'est réincarné dans un autre monde. Malgré l'obtention de 11 tickets divins, il n'a reçu aucune compétence de combat utile et pour couronner le tout, il a été immédiatement attaqué par un gobelin dans les bois. Il pensait honnêtement qu'il était fini mais à cause d'une rencontre fatidique, il a été amené au Rabbit Folk Village. Depuis l'entrée seulement, il voit une colonie assez large et nue, mais cela ne la rend pas moins fascinante pour l'autre monde. Les gens le regardaient alors qu'il traversait le village en tant qu'humain. Il n'y a qu'une poignée d'habitants, mais ils s'entraident pour survivre. En tant que tel, Mei serait si heureuse s'il considérait tout le monde là-bas comme faisant partie de sa famille. Il est reconnaissant, mais ne peut s'empêcher de remarquer que la clôture défensive n'est qu'un tas de rondins attachés ensemble. En ce qui concerne également les maisons, la civilisation donnait l'impression d'être à l'âge de pierre. On lui dit que cela ne fait que 2 ans qu'ils ont mis les choses en place. Masa pense à quel point cela doit être difficile pour eux. Ils atteignent une cabane plus grande où il accueillera le chef du village. Il est conduit à l'intérieur et voit Toro disposer un tas de flèches sur le sol. Heureusement, le chef l'accueille avec chaleur, ayant déjà entendu parler de lui. Il a douté de ses propres oreilles lorsqu'il a entendu pour la première fois la nouvelle concernant l'humain ce jour-là. Le chef avait l'air plutôt jeune malgré sa position. Masa s'incline et les remercie d'avoir été si accommodants avec lui. S'il ne l'avait pas recueilli, il aurait probablement été mangé dans les bois. Au contraire, Toro dit qu'ils sont plus reconnaissants d'avoir risqué sa vie pour protéger Mei. Cela dit, il accueille officiellement le jeune homme dans leur village. Cela peut sembler trop rapide, mais pour le moment, il devra rester dans la maison de l'enfant. Son père est décédé très jeune, alors elle et sa mère recherchent une paire de mains supplémentaires. Bien que cela ne le dérange pas personnellement, il s'inquiète du fait que cela soit inconfortable pour quelqu'un de son âge. Mais elle dit qu'il est plus que bienvenu dans leur maison. Encore une fois, il est extrêmement reconnaissant pour leur hospitalité. Comme le soleil se couche déjà, il peut se concentrer sur son installation et ils pourront parler des affaires du village demain sans se soucier des choses. Ils sont si gentils avec lui et il se demande s'il peut faire quelque chose en tant qu'étranger pour les récompenser. Alors que Masa sortait de la cabane du chef, il se souvient de son ancienne vie de commis de quincaillerie. En pensant à toutes les expériences de sa vie antérieure, aux compétences divines accordées par les déesses et à l'état actuel de la colonie, quelque chose d'important se déclenche dans son esprit. Au début, cela lui parut malheureux, mais il réalisa qu'il pouvait faire quelque chose pour tout le monde. Il appelle le chef d'une voix forte et urgente, répétant à plusieurs reprises qu'il a trouvé la chose parfaite à offrir. Cela dit, il a encore besoin de leur permission. Il demande au chef s'il lui permettrait d'apporter des améliorations au village. C'était une proposition audacieuse, surtout de la part d'un étranger qui venait tout juste d'arriver. Il souligne comment il peut intervenir pour améliorer les maisons et les conditions de vie en général. Toro met de côté ses sentiments d'excitation pour le moment. Même s'il est certain que l'humain ne parle pas sur un coup de tête, il lui rappelle sévèrement d'être attentif à la situation. Les gens seraient naturellement nerveux si un invité qui vient d'arriver souhaite soudainement rénover sa maison. C'est vrai, et il comprend que la confiance prend du temps à s'établir. Cependant, il a déjà remarqué le problème et ne peut pas le laisser tel quel. Sans sécurité, rien de tout cela n'a d'importance et tout le monde continuera à se blesser tout le temps. Compte tenu de leur situation, ils ne peuvent pas se permettre de retarder les préparatifs par peur d'un étranger. Masa était aussi curieux dans son ancienne vie, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas rester assis sans tout donner. À ce titre, il souhaite ardemment faire ce qu'il peut pour aider le village qu'il a accueilli. Même s'il se trompe,
il promet d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Telle est la conviction qu'il a développée alors qu'il travaillait dans une quincaillerie à la campagne. Respectant sa passion et sa détermination, Toro lui pose des questions sur la première chose qu'il souhaite aborder. Après tout, il est évident à ses yeux à quel point il est sérieux et sincère. Le chef convient également que le village a besoin d'être amélioré et qu'ils en ont également parlé. Le remerciant pour sa confiance, Masa dit qu'il aimerait commencer par ce qui se démarque le plus. C'était plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, il se met au travail en vérifiant d'abord à nouveau sa liste de compétences. Ce dont il sera capable sera quelqu'un qui dépendra des capacités qu'il a reçues. Il y en a certains qu'il n'a jamais vus, probablement développés de manière innée. Comme il y en a tellement, il décide de tout tester un par un. Les yeux brillants, il évalue une hachette et voit une description détaillée de l'outil. Émerveillé par la qualité, il veille à ne pas casser ce qu'il a emprunté. Les compétences semblent fonctionner sans aucune expérience préalable requise. En parcourant la liste, il cherche d'autres choses qui pourraient être utiles. Masa voit parmi ses capacités une compétence de coupe de bois qui ne nécessite pas d'outils. Il s'approcha d'un arbre, sceptique mais impatient de l'essayer. En tendant simplement la main, il sent que quelque chose se passe, mais il doute de ses yeux car il ne voit rien changer. À sa grande surprise, l'arbre tombe sur le côté, complètement coupé de sa base. En plus de tomber presque sur lui, la compétence consommait 1/6 de son mana. C'est le coût d'utilisation d'une compétence de niveau 1, mais il ne semble pas y avoir de problème. Pour le moment, l'agriculture et la forge ne sont pas nécessaires. Il se tourne donc vers des capacités de type transformation. Parmi sa liste se trouve la maçonnerie, qui semble utile pour sa tâche actuelle. Comme avant, il n'a besoin d'aucun outil pour le faire fonctionner, alors il continue et prend une pierre du sol avec l'intention de la transformer en cube. Il change de forme en un clin d'œil. La surface est rugueuse et cela a pris 1/10 de son mana. Elle pourrait donc être affectée par la taille. Ensuite, il séchera le bois qu'il vient de couper avec la compétence parfaite à cet effet. Puisque le niveau est le même avec la maçonnerie, il peut comparer l'efficacité des deux. Il souhaite utiliser plus tard le tronc d'arbre comme matériau principal, mais il doit encore éliminer l'humidité. Cela prendrait normalement des années sans aucun outil ou des mois avec un équipement coûteux. Cependant, il semble que cette compétence lui permettra de le faire en un instant. Après avoir essayé, il tend la main comme plus tôt. Le soleil était sur le point de se coucher et Mai était dans les bois pour chercher Masa pour le dîner. À sa grande surprise, elle le voit au sol, évanoui avec une bûche sur lui. Il était clairement dans un état pire que lorsqu'il avait combattu le hobgoblin. Ce doit être l'épuisement du mana dont les gens parlent, et il doit s'être surmené. Cela dit, il n'y avait presque aucune distorsion dans son travail et il a réussi à transformer le bois en bois d'œuvre utilisable. Même s'il a honte de s'évanouir, il était l'heure du dîner. Il retourne chez Mai et il rencontre la mère de l'enfant pour la première fois. Elle se présente comme Lulu et lui demande d'être à l'aise dans leur maison. Comme d'habitude, l'enfant raconte sans cesse comment il l'a sauvé d'un hobgoblin. C'était l'heure de la fête de bienvenue, alors tout le monde s'est assis. Leur maison n'est peut-être pas somptueuse, mais elle sera suffisamment protégée du vent et de la pluie pour qu'on l'appelle sa maison. Encore une fois, leur gentillesse ne connaît pas de limite. Grâce à l'hospitalité des lapins, ils semblent pouvoir se débrouiller dans ce nouveau monde. À partir de là, il sera sûr de faire de son mieux et de commencer à vivre pleinement sa vie. Il n'a aucune idée de combien il sera capable de rembourser la dette qu'il a envers eux, mais il fera tout ce qu'il peut de toutes les forces de son corps. Demain, il commencera le plan d'amélioration de l'habitat du village. Il était enfin temps d'améliorer le village, alors Masa a rassemblé un groupe de personnes importantes à l'entrée, là où tout allait commencer. La première chose à faire est de renforcer les clôtures qui défendent leur maison. Après que le chef ait parlé à tout le monde de son aide, les gens étaient très enthousiastes. Il demande pourquoi il choisit de commencer par les clôtures de tous les lieux. Quel que soit le projet, la sécurité passe avant tout et un mur en bois n'empêchera pas les monstres d'entrer. De la base jusqu'à une hauteur déterminée, Masa envisage de le réaliser en pierre. Il y a beaucoup de matériaux provenant d'une falaise voisine et ils seront sûrement beaucoup plus solides vus de face. On craint qu'il n'aime pas la main d'œuvre pour transporter autant de roches jusqu'aux portes, mais il dit que ce sera une amende même s'ils doivent encercler tout le village. Après tout, lui et MC ont déjà transporté et apporté tout le nécessaire ce matin. Il libère des tonnes de pierres et de rochers grâce à sa compétence de boîte de stockage dimensionnelle. Avec cela, apporter des choses ne sera pas du tout un problème pour eux, mais les gens sont toujours choqués qu'il ait même cette compétence dans son arsenal. Des malentendus et des rumeurs commencent à germer à partir de ce seul fait. Dès le début, cela semblait déjà être l'une des compétences les plus rares qu'il avait lancées dans les machines à sous, alors il décide de la garder secrète. Ensuite,
Ils doivent maintenant s'entraider pour empiler les pierres les unes sur les autres. Quelques villageois se sont mis au travail, mais sont immédiatement arrêtés par le chef de projet. S'il se contente d'empiler les choses, le mur s'effondrera sans qu'aucune force ne lui soit appliquée. Il existe une bonne façon de procéder, et il donnera clairement un exemple à chacun. Massa gère lui-même une portion entière et la montre à tout le monde. La principale différence réside dans la taille et l'ordre des pierres utilisées, car cela affecte généralement l'intégrité. C'est bien de face, mais c'est la profondeur qui compte réellement lorsqu'on considère la force. Ils voudront se concentrer sur la maximisation de la surface en contact. En augmentant cela, ils peuvent obtenir un ajustement plus serré, plus difficile à endommager ou à déplacer. Le simple fait de changer la façon dont ils sont empilés fait une énorme différence dans la qualité du mur. Il a également une astuce lorsque leur colonie s'agrandit. Lors de la construction de la couche extérieure de pierre, ils peuvent utiliser du remblai, ce que même les murs des châteaux utilisent. L'intérieur est tapissé de grosses pierres et rempli de pierres plus petites qui aideront l'eau de pluie à s'écouler facilement, permettant ainsi à la clôture robuste de résister aux pluies sans trop de problèmes. Ce sont des choses plus avancées et ils peuvent se concentrer uniquement sur les choses les plus simples pour le moment. Prêt à donner le meilleur de lui-même, il prend les devants et encourage tout le monde à suivre ses traces. Massa agit maintenant avec hauteur et puissance, mais il rit car ses patrons le grondaient toujours. À ce moment-là, quelqu'un d'autre l'appela, lui demandant un moment pour parler. Ce sont les femmes du village à qui on a dit qu'il pouvait rendre la cuisson et la cuisson beaucoup plus facile. Il a entendu dire qu'il cuisinait et préparait habituellement les repas pour tout le village et qu'il le faisait sur des flammes nues, c'est pourquoi il souhaite construire un poêle. Il lui demande d'un ton aigu, presque menaçant, si cela viendra après les travaux de clôture. Et il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une demande, mais d'une exigence des personnes commandant la cuisine. Quel que soit le type de spectacle, il savait que les rendre fous serait dangereux. En tant que tel, il promet docilement de construire les poêles le long de la clôture, ce qui lui permettra d'éviter de justesse d'énormes conflits et de leur plaire à la place. Plus tard, Massa rencontre les femmes sur la place. Il s'occupera lui-même de la maçonnerie des poêles, mais il a néanmoins besoin de leur coopération. Ils sont impatients de faire tout ce qu'ils peuvent et lui demandent s'il a besoin d'autre chose que de la pierre. Pour commencer, il leur demande de rassembler d'autres matériaux qu'ils utiliseront, principalement de l'argile, de l'herbe et du sable. Il les placera dans les interstices entre les pierres, ce qui permettra d'obtenir une structure plus solide. L'herbe et le sable seront mélangés à l'argile, agissant comme liant et évitant qu'elle ne devienne trop cassante. Mei est chargée de diriger la tâche, alors elle va de l'avant pour aider tout le monde. Pendant ce temps, Massa redouble d'efforts et dit à tout le monde de lui faire savoir s'ils ont besoin d'autre chose. Depuis qu'ils l'avaient demandé, ils ont demandé des bols et des ustensiles en bois profond pour manger. Cela ne coûtera pas trop de mana, alors il ajoute même des tables et des chaises pour tout le monde, car tout cela serait utile et facilement réalisable avec ses compétences d'artisanat. Même si cela prendra quelques jours, il promet d'y parvenir avec le temps. Il pourrait même construire une place couverte qui leur permettrait de cuisiner même lorsque le temps est mauvais. Sa confiance et ses idées les surprennent. Non seulement il est intelligent, mais ils sont également impressionnés par son incroyable savoir-faire. Il dit timidement que ce n'est pas grand-chose et que ce sont des choses qu'il a apprises de son ancien travail. Cela pique encore plus leur curiosité et ils se demandent ce qu'il faisait exactement. À vrai dire, il a simplement fait tout ce qui devait être fait, ce qui était un travail épuisant en soi. Ce n'était rien de spécial, juste des tâches sans fin qui étaient constamment éprouvantes pour son corps. Comme tout cela appartient au passé, il encourage avec enthousiasme tout le monde à commencer à construire ce qui est à portée de main. C'était fatigant car les journées étaient remplies de lourdes pierres à transporter. Heureusement, c'était enrichissant de faire des choses avec les villageois. Très vite, même les maisons ont commencé à être améliorées, passant de simples huttes à des structures en bois. Les bols et les ustensiles furent également terminés en un rien de temps, et il commença même à leur enseigner les techniques de culture. À un moment donné, ils se sont intéressés aux baguettes que Massa utilisait seul. Il faisait toujours chaud et fatigant de travailler, mais des progrès étaient constamment réalisés, et le village folklorique du lapin ne ressemblait bientôt plus à ce qu'il était avant son arrivée. Au milieu de tout cela se tenait Toro, qui ne pouvait pas croire à quel point sa maison bien-aimée avait changé. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Après quelques jours, ils poussèrent tous un soupir de triomphe, alors que la solide barricade de pierre se dressait désormais pour protéger leur maison.
Chacun d'entre eux a applaudi avec un mélange de fierté et de surprise qu'ils l'aient construit eux-mêmes. Juste au moment où ils faisaient la fête, une voix aiguë les appela, leur disant de s'arrêter et de venir vite alors que le dîner était prêt. La place couverte était animée alors que tout le village dînait ensemble. C'était beaucoup plus confortable maintenant, surtout avec le nouveau poêle brûlant. Massa est contente que ça leur ait plu. Même s'il est dommage que les fourchettes ne soient pas beaucoup utilisées, c'est bien qu'ils aiment les baguettes. À ce moment-là, le chef l'aperçoit en train de se mêler aux autres. Toro le remercie pour tout le travail qu'il a accompli, mais l'humain insiste sur le fait qu'ils ont tous contribué à ce que cela se réalise. Les mots ne suffisent pas pour exprimer leur gratitude, mais la sincérité est tout ce qu'ils peuvent lui offrir à ce stade. Mekuru le serrait fort dans ses bras, heureuse que le village prospère à nouveau grâce à lui. Il ne pourrait pas être plus heureux. La vue de son visage heureux se jouait dans la salle des dieux, où les deux déesses regardaient les choses se passer bien, même sans l'interférence de Marie. Elle affirme qu'elle n'avait pas tort du tout et qu'il est juste chanceux de la façon dont cela s'est terminé. Le jeune homme possède 11 compétences, il est donc naturel qu'elle s'inquiète, mais il a continué et a acquis encore plus de compétences tout seul. En termes simples, il est une anomalie parmi les humains et tous deux l'ont remarqué dès le début. La plupart des gens naissent avec quelques dons, mais lui est différent. Est félicite son mari d'avoir choisi un humain aussi intéressant à invoquer. La civilisation et la culture mondiale se sont à peine développées pendant 10 années entières. Massa n'est là que depuis un moment, mais il servait déjà de clé et de catalyseur pour changer tout cela. Le jeune homme était vraiment autre chose. Ils peuvent désormais vivre confortablement et en toute sécurité, même s'il insiste sur le fait que ce n'est encore qu'un début. À un moment donné, il pourrait même construire des maisons en briques et se qualifier de véritable ville. Il ne veut pas en parler, mais le plus important pour lui, ce sont les toilettes, car le faire dehors, c'est vieillir. Comme ils sont de toute façon dans un monde fantastique, il a une idée et dit qu'il a quelque chose à demander à tout le monde. Il se demande s'il y a des slimes dans les environs. Il y a une colonie près de la falaise, mais ce sont des créatures dangereuses qui dissolvent tout. Massa sourit car ce sont exactement les conditions qu'il espérait obtenir. Le village doit finalement discuter de l'assainissement et de l'hygiène. S'ils veulent devenir sérieux, ils auront besoin de matériaux, au moins pour un sol en terre battue. Pour ce faire, ils auront besoin de gravier, de chaux éteintes et d'eau trouble. Alors, il demande à tout le monde s'il y a un océan près du village. Tout à coup, l'atmosphère devient complètement froide et silencieuse. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle l'énergie a changé. Mei confirme que la mer est proche et qu'ils sont venus en courant de cette direction où ils vivaient, mais révèle qu'ils se sont échappés de l'océan. L'homme lapin ajoute qu'ils ont été chassés par les humains et se met à pleurer. Ressentant leur angoisse, Massa ne peut s'empêcher de se sentir dégoûté par la tournure des événements. Ils ont été persécutés par les humains et pourtant, les lapins l'ont accepté sans réserve chez eux. Pour briser la tension, il demande s'il a rendu la table en bois gênante. Il ajoute que s'ils veulent améliorer la colonie, ils ont besoin de matériaux qui ne peuvent être obtenus que par la côte. Pourtant, l'endroit d'où ils viennent doit représenter tout le monde pour eux. Malheureusement, il ne peut pas les ramener là-bas. Il envisage donc d'aller seul à la mer. Cependant, le lendemain matin, il est surpris que Mei l'ait suivi en secret. Il lui dit qu'elle ne peut pas l'accompagner car le voyage pourrait présenter un danger pour elle. Il ajoute qu'il n'a battu le hobgoblin que parce que la bête s'est fait trébucher. Ce sera délicat si une horde de gobelins les attaque et ils doivent mal se battre. Elle doit au moins se battre en duel avec les bêtes. Le lapin plus âgé intervient et convient que rejoindre l'expédition sera dangereux pour elle car elle n'a pas assez d'expérience sur le champ de bataille. En voyant le chef du village, Massa se sent reconnaissant d'être venu l'accompagner. Le vieil homme lui donne une armure pour l'aider à se protéger pendant son voyage. Il demande que si jamais Massa voit des demi-humains survivants dans leur ancien village, ils leur disent qu'ils sont en sécurité et qu'ils prospèrent dans leur nouveau pays. Massa accepte sa demande et lui assure de transmettre son message. En silence, il songe également à enquêter sur la situation des hommes bêtes restant dans la région. Avec cela, il confie également Mei, Lulu et d'autres au chef. Il regarde la fille lapin avec de la tendresse dans les yeux. Le jeune lapin pleure en lui disant au revoir et lui dit de se comporter et d'être une bonne fille pendant son absence. Après avoir effectué tous les préparatifs nécessaires, il quitte la colonie. Le 4e jour de son voyage, il se met à courir et sent le vent et le paysage qui défilent. Il ne ressent pas la fatigue dans son corps et à cartographier sa destination à l'aide de ses compétences cartographiques. À un moment donné, il voit l'océan alors que le soleil se couche. En chemin, il rencontre divers monstres qu'il parvient à tuer facilement. Alors qu'il continue son voyage, un groupe d'hommes dont la voiture a trébuché demande de l'aide. Il accepte de les aider, mais il ne sait pas que ces hommes étaient des bandits prêts à l'attaquer.
Il les combat tous et finit par vaincre les bandits. Comparé aux hobgoblins qu'il avait rencontrés plus tôt, le groupe n'était qu'une blague et il les frappa tous avec le gourdin qu'il avait choisi. Il était sur le point de frapper à nouveau le bandit et se souvint des paroles de la déesse selon lesquelles les humains maléfiques devraient recevoir une leçon. Malgré cela, il utilise sa magie de guérison et guérit les blessures qu'il a infligées. Il ne pouvait pas vraiment se résoudre à les laisser avec des blessures encore plus graves. En échange de les laisser vivre, il obtient leur butin et l'arme qu'il désirait le plus. C'était un accord gagnant-gagnant. Alors qu'il poursuivait son voyage, la carte réagit soudainement et le conduisit à la ville balnéaire qu'il recherchait. Il se demande si c'était la ville où May et les autres vivaient. Sur ce, il prépare ses affaires avant de se diriger vers le village. De loin, il voit de loin la tour de guet complètement abandonnée. En avançant plus loin, il semble que l'endroit ait été attaqué et saccagé. En se rapprochant du village, il est choqué d'apercevoir un groupe de gobelins en plein raid. Ils reportent toute leur attention sur lui et se jettent sur lui. Il laisse tomber son sac et récupère son épée dans son coffre-fort. Il les étudie de près et estime qu'ils étaient aussi des hobgoblins, mais les plus faibles. Il dégaine ensuite son épée et la lance contre les gobelins. Il frappe facilement les ennemis avec l'épée qu'il a reçue des bandits. Avec cela, il peut enfin utiliser sa seule compétence de combat, qui est le niveau 1 de maîtrise de l'épée, pas de magie. C'est la technique qu'il a développée par lui-même et non à partir du système. De retour à l'école, il découvre qu'il a du talent en kendo, et maintenant, il peut facilement utiliser ses bases pour combattre. Il montre ses prouesses en kendo et frappe les gobelins. En les voyant tomber un par un, il est convaincu qu'il peut tous les achever en utilisant l'épée qu'il a obtenue. Puis, sorti de nulle part, un sanglier monté par un gobelin se précipite dans sa direction. Massa se bat avec le chef de la meute. La bête se précipite vers lui et il se prépare à l'impact. Il est envoyé voler au sol mais se relève immédiatement. La bête se précipite à nouveau vers lui. À bout de souffle, il doit trouver un moyen de faire face au gobelin qui contrôle le sanglier. De plus, il lui est difficile d'atteindre le gobelin avec son épée alors qu'elle est montée sur le sanglier, et se rapprocher de sa cible signifie se laisser remporter par la vitesse de charge insensée du sanglier. On a l'impression qu'il est dans un accident de la route. C'est à ce moment-là que Massa réalise quelque chose. Le sanglier est comme une voiture qui roule à toute vitesse et qui aura du mal à se briser lorsqu'elle est en plein élan. Fort de cette prise de conscience, il active son espace de stockage et récupère un gros journal et l'utilise pour empêcher le boss de l'attaquer à nouveau. L'impact du bois fait que le gobelin est éjecté du canon. Cela donne à Massa une chance de terminer le travail et d'empaler son épée dans la poitrine de la bête. Il saisit son épée et se pousse pour conclure le combat. Il se précipite alors vers les gobelins restants qui tentent tous de lui échapper pour chercher du renfort. Il panique, pensant qu'il lui sera plus difficile de les gérer lorsque cela se produira. À ce moment-là, un barrage de flèches tire en direction des gobelins qui courent. Les chevaliers du Grand Royaume arrivent pour lui offrir de l'aide. L'un des chevaliers demande à connaître son identité, mais comme il est encore sous le choc du combat, il n'a pas pu se concentrer et n'a pas répondu à la question. Impatient, l'homme lui crie dessus. Un autre chevalier sonne et s'excuse au nom de son subordonné. Il se présente comme Smith, le capitaine de l'unité, et il est là pour la quête de massacre des gobelins. Cependant, il semble qu'il soit déjà en retard puisque Massa a réussi à s'occuper seul des gobelins, ce qui est incroyable. Massa les remercie de l'avoir sauvé. Il se présente enfin et partage qu'il a voyagé à la recherche de ressources. Il se rend compte que ce sont les chevaliers qui gardent le territoire. Pendant ce temps, Smith découvre que Massa sait peut-être quelque chose sur les lapins. Cependant, le problème est de savoir comment ils vont obtenir de lui les informations. Il trouve impressionnant que le jeune homme ait réussi à vaincre seul le chef de la meute. Il poursuit ensuite la conversation pour savoir si Massa est originaire du village voisin, en demandant d'autres détails privés comme son âge, sa profession et s'il possède des compétences. Smith demande alors directement s'il souhaite rejoindre les chevaliers. Massa fait une pause, comprenant maintenant qu'ils veulent le recruter. Il décline son offre, mentionnant qu'il a une dette de gratitude qu'il doit d'abord remplir et partir en voyage à cause de cela. Impressionné, Smith lui tape agressivement dans le dos, le félicitant pour son noble objectif, contrairement à ses chevaliers qui ne se soucient que de l'argent, des femmes et de la gloire. Le jeune homme demande alors où vont les vieux du lieu. Le chevalier répond qu'il se réfugie dans le village voisin à cause de l'attaque des gobelins. Le problème étant résolu, ils peuvent désormais les rappeler.
Avant de les rappeler, Masa suggère de se débarrasser d'abord des cadavres de gobelins et demande si l'homme serait prêt à l'aider. Smith semble n'avoir aucune idée, alors il explique que s'il laisse les carcasses dans un champ ouvert, cela pourrait attirer d'autres bêtes. En plus de cela, s'ils pourrissent, ils peuvent provoquer des maladies. C'est pourquoi ils doivent creuser un trou, brûler les cadavres et les enterrer. Les chevaliers commencent à aider et à rassembler les cadavres. Cela fait penser à Masa que le niveau de civilisation du côté de la ville n'est pas très élevé, car il laisse pourrir les cadavres des bêtes en plein champ. Il ouvre la voie et trouve l'endroit idéal pour enterrer les cadavres. Il repère alors un espace caché derrière et le vérifie, surpris par ce qu'il a vu. Pendant ce temps, Est est choqué par les progrès de Masa et demande à Samari de rembobiner les scènes depuis le début. Ils ont vu comment vaincre le chef gobelin alors qu'il chevauchait le sanglier. Est demande les informations sur Masa qu'ils ont dans le dossier. Elle lit qu'il était parmi les 8 premiers du tournoi national de Kendo lorsqu'il était en 9e année. Il a été finaliste au tournoi de boxe perfectionné au lycée. Elle se demande si ses réalisations sont normales pour se choisir pour se réincarner. Il se demande si quelque chose s'est produit lorsque Zeus a modifié son corps pour se réincarner. Masa n'est pas censé avoir des prouesses au combat, mais pour le moment, il semble qu'il puisse également combattre des bêtes en dehors de la construction. Marie semble soulagée d'entendre cela, mais Est souligne que c'est une situation dangereuse puisque Masa peut renverser l'équilibre de leur monde. De plus, s'il laisse les choses telles quelles, il est possible que Marie disparaisse. De retour au village, les habitants remercient Smith et ses chevaliers d'avoir sauvé leur village. Grâce à eux, ils sont désormais de retour chez eux et reprennent leur vie quotidienne. Cependant, ils précisent que c'est Masa qui s'est occupé lui-même des gobelins. Ainsi, en retour, ils aimeraient lui remettre une récompense en signe de gratitude pour le courage dont il a fait preuve. Masa hésite au début, mais accepte plus tard. Smith regarde ensuite le chef du village, Garv, et lui demande s'il peut fournir la récompense. Garv semble en conflit puisque leur village est pauvre, donc tout paiement au-delà du service de nuit dont ils sont actuellement exemptés sera difficile à fournir. Masa a autre chose en tête que l'argent. Il précise qu'il est beaucoup plus intéressé à recevoir des caisses en bois ou des jarres d'eau. Smith est choqué, c'est tout ce qu'il veut. Le jeune homme confirme en affirmant qu'il en a besoin pour transporter l'eau de mer et les coquillages. Smith se souvient qu'il est venu au village pour chercher du matériel et demande s'il est toujours en train de les terminer. Masa confirme encore et réitère qu'il a besoin de matériaux pour les murs en terre. Smith regarde le chef et souligne que ce que Masa demande ressemble à une bonne affaire pour sauver tout leur village des gobelins. Cependant, Garv fait une pause un moment. Il déclare qu'il peut fournir des caisses en bois, mais les jarres d'eau sont une nécessité pour ceux qui vivent au bord de la mer. Masa voit que le chef ne veut tout simplement pas lui donner la récompense qu'il mérite. Il intervient et lui dit que son village n'a pas à se soucier de l'eau et de son stockage, puisqu'il a un puits près des champs. Garv est surpris de connaître le puits caché. Masa admet qu'il a trouvé la source d'eau par hasard dans la clairière au bout du chemin étroit. Pour cette raison, le chef est immédiatement capturé par les chevaliers pour avoir caché la source d'eau pour son gain personnel. Pendant tout ce temps, il pensait que l'eau était rare dans le village, mais il s'avère que le chef réalise simplement des gains illicites de manière égoïste. Masa est sur le point de poursuivre son chemin lorsque les villageois tentent de l'arrêter. Ils lui demandent des comptes car ils ne savent pas comment survivre sans leur chef. Confus, il leur dit que c'est leur chef qui devrait être blâmé. Cependant, il refuse toujours de le laisser partir et tente même de l'attaquer. En représailles, il frappe l'homme au visage. Les autres tentent également de l'abattre, mais il domine tous ceux qui tentent de lui faire du mal. Plus tard, Smith voit le résultat de la bagarre. Masa lui dit à la légère que les villageois ont soudainement attaqué, il devait donc agir. Ils étaient plus faciles que les gobelins. Smith souligne qu'il est allé trop loin dans une situation déjà chaotique. Il reporte ensuite son attention sur le chef, lui demandant s'il est à l'origine de l'attaque. On dirait qu'il avait prévu de tuer Masa, puis de faire taire les chevaliers également. Ce faisant, il tient le chef pour responsable de l'attaque contre Masa. Selon la loi, il sera envoyé en esclavage. En entendant cela, le chef demande grâce. Être esclave équivaut à être condamné à mort et il ne peut pas l'accepter. Masa sourit après avoir vu sa réaction. Il dit à tout le monde qu'il est prêt à oublier ce qui s'est passé, ce qui allégera effectivement la peine. Ils purgeraient toujours leur peine, mais cela ne ferait pas de leur vie un enfer. Le chef demande ce qu'il doit faire pour être pardonné. Masa répond qu'il doit répondre à ces questions. Premièrement, il y a 2 ans, la terre sur laquelle ils habitent n'appartenait-elle pas au peuple des lapins? Il demande ensuite courageusement ce qu'ils ont fait aux lapins pour les chasser de chez eux. Le chef serre les dents de colère et dit à Smith de remettre le jeune homme à sa place.
Cependant, le chevalier ne se range pas de son côté et demande plutôt s'il en est coupable. À ce moment-là, un chevalier nommé Eldo se place devant le chef, le protégeant de Masa. L'homme est surpris par la démarche du chevalier qui demande alors pourquoi il s'investit autant à creuser un sujet qui date déjà d'il y a 2 ans. Masa révèle alors qu'il doit beaucoup aux lapins. En les regardant, Masa peut dire qu'Eldo et Garve cachent quelque chose. Et il est déterminé à le déterrer. Voyant à quel point Masa est déterminé à apprendre ce qui est arrivé au lapin, Eldo décide de dire la vérité. L'homme a l'air fort de toute façon et semble être du genre à lui arracher la vérité tôt ou tard. Il y a 5 ans, alors que le nouveau roi venait de monter sur le trône, il cherchait à agrandir le royaume. En raison de cette ambition, les villages et colonies environnantes furent conquises. L'un de ces villages appartenait au peuple des lapins. Eldo et Garve avaient pour mission de le conquérir. Ils réussirent, forçant les lapins à fuir leur patrie, qui fut ensuite absorbée par le royaume. En récompense, Eldo fut promu chevalier et Garve fut nommé chef du village. En fin de compte, c'est l'avidité du royaume qui a englouti les terres du peuple des lapins. Ils ont en outre révélé que les lapins capturés pendant la guerre avaient été faits prisonniers et réduits en esclavage. Pire encore, ils ont été soumis à l'humiliation et contraints de vivre la tête baissée, de honte. Enragé, Masa exige qu'il libère les demi-humains. Smith essaie de le calmer, l'incitant à se calmer. Il comprend la frustration de Masa, mais explique que les esclaves sont désormais considérés comme des biens et ne peuvent pas être libérés aussi facilement. En utilisant cette logique, Masa demande si les battre et les asservir lui-même en ferait également sa propriété. Smith souligne que son raisonnement est erroné. Masa rétorque que c'est cette même logique absurde qui leur a permis d'asservir les demi-humains en premier lieu. Smith explique que la situation dépasse leur autorité et que l'esclavage est autorisé par la loi du royaume. Bouillant de rage, Masa crie, se demandant s'il est vraiment acceptable d'asservir des personnes aussi gentilles. Il leur interdit de parler d'égalité et de droit alors qu'ils ne sont que des assassins. Après avoir exprimé sa colère, Masa s'excuse d'avoir été submergé par ses émotions. Il leur donne le temps de réfléchir à ce qu'ils envisagent de faire à l'avenir. Alors qu'il s'éloigne, un portail s'ouvre soudainement et une main se tend, le frappant violemment au visage. Choqué, il voit la déesse qui l'entraîne immédiatement vers le portail. Elle déplore qu'elle l'ait mis au monde pour aider à développer le pays, mais maintenant, il se bat avec ses dirigeants. Elle craint que ses actes ne les mettent tous les deux en danger. Masa réfute qu'il a été entraîné dans ce monde sans son consentement, ce qui lui a coûté la chance de revoir un jour la femme qu'il aimait. La déesse est affectée par ses paroles, mais lui dit quand même que son comportement était inacceptable. Masa recule, admettant qu'il ne pourrait pas combattre seul un pays entier. Cependant, l'expression de Marie raconte une autre histoire. Il lui dit de révéler son secret car elle cache clairement quelque chose. Elle essaie de s'éloigner, mais il lui attrape la main, exigeant toujours des réponses. Elle libère sa main, puis cède finalement. Avec une expression inquiète, elle lui dit qu'il peut faire la guerre à un pays s'il le veut vraiment. Masa est confuse par son affirmation selon laquelle il est fort. Marie explique que lors de sa réincarnation, elle a ajusté son corps pour gérer la magie. C'était le résultat de son envoi dans un autre monde. Pour cette raison, son efficacité en mana s'est considérablement améliorée. Sa récupération de mana actuelle rivalise avec celle d'un grand esprit, et si elle est utilisée de manière irresponsable, elle pourrait conduire au désastre. Masa n'est pas convaincu, affirmant qu'il ne ressent rien d'inhabituel dans son corps. La déesse répond que même s'il ne le sent pas, son mana est écrasant. Pour être précis, même lorsqu'il court, son endurance s'épuise à peine. Son mana est également beaucoup plus facile à manipuler et sa force physique dépasse ce que suggèrent ses statistiques. En entendant cela, Masa se rend compte que tous ces exemples lui sont déjà arrivés auparavant. Il pensait que c'était normal après sa réincarnation, mais il comprend maintenant que c'était anormal. La déesse est d'accord et ajoute que même si son niveau est encore bas, sa puissance montera en flèche à mesure que son niveau de magie augmentera avec le temps. Masa comprend enfin et commente qu'elle est allée trop loin en modifiant son corps. Elle s'excuse avec une expression de regret, puis disparaît sans un autre mot, laissant Masa derrière elle dans la confusion. Le lendemain matin, Masa rencontre Smith, qui l'informe que les demi-humains du village seront libérés. Cependant, ils ne peuvent pas libérer les demi-humains des autres colonies puisque Smith n'a pas d'autorité en dehors de sa juridiction. Masa pose ensuite des questions sur le statut des demi-humains dans d'autres régions. Smith révèle qu'il existe des registres de demi-humains conservés dans la ville. Avec ces informations, Masa prévoit de se rendre en ville et de demander aux autorités où se trouvent les autres demi-humains. Remarquant l'expression étrange de Smith, Masa demande si quelque chose ne va pas. Smith le nie, affirmant qu'il est simplement heureux de pouvoir aider.
Massa prévient que si les négociations échouent, il résoudra le problème par la force. Smith lui demande instamment de ne pas faire cela, expliquant qu'il a organisé la réunion pour éviter tout conflit. Une calèche arrive bientôt pour les emmener en ville. Alors que Massa s'en approche, il demande vers quel genre de ville il se dirige. Smith répond qu'ils vont à la Cité des Chevaliers, Portaloum. Alors qu'il se rapproche, Massa ne peut s'empêcher de s'émerveiller du développement de la ville. Smith est d'accord, ajoutant que même si elle ne rivalise pas avec la ville forteresse, ses défenses sont sans égale. Il ne peut s'empêcher de comparer la Cité des Chevaliers au village de pêcheurs qui manque de connaissances et d'hygiène de base. La Cité des Chevaliers pue aussi les cadavres de bêtes. Il semble que ce soit la norme dans leur monde et cela le dérange extrêmement. Dans une autre pensée, cela pourrait être le signe que la libération des bêtes sera possible. Pendant ce temps, les chevaliers le voient rire bizarrement seul, ce qui semble alarmant. Ils se dirigent maintenant vers la mairie et comme il rencontre le chef de la ville pour la négociation, il devra vérifier son identité à la porte. Smith demande qu'il prépare sa carte de guide pour que les gardes puissent vérifier. Massa semble soudain nerveuse. Lorsqu'ils arrivèrent à la guilde des aventuriers de Portalim, Smith le réprimanda pour ne pas avoir de carte de guilde. Il compare le jeune homme à un fainéant puisqu'il était censé recevoir la carte à l'âge de 12 ans. Plus que de l'embarras, Massa est simplement heureux que son secret d'âme réincarnée ne soit pas révélé à cause de son manque de carte de guilde. Le réceptionniste de la guilde l'accueille et lui demande de poser ses mains sur l'outil magique devant lui. Il est étonné de voir comment cela génère automatiquement la carte de guilde. La réceptionniste explique que les cartes de guilde sont une technologie conférée par les dieux. Elle lui rappelle que la fraude ou la contrefaçon seront punies. Elle ajoute également que les informations personnelles peuvent rester confidentielles, mais que son nom, sa guilde enregistrée et son casier judiciaire ne peuvent pas être cachés. De plus, les informations ne sont utilisées que pour la vérification de l'identité et ne sont accessibles à personne, sauf si le titulaire est décédé. Massa est assez choqué que leur protection de la vie privée soit excellente puisqu'il ne s'y attendait pas. Après le processus, elle lui remet sa carte de guilde. Lorsqu'il le reçoit, les deux chevaliers derrière lui semblent excités de voir ses statistiques. Il l'étudie attentivement et lui ordonne d'afficher ses coordonnées. Il regarde nonchalamment sa carte et pense qu'elle ressemble simplement à l'écran de statut mais sous forme imprimée. Pendant ce temps, les deux chevaliers sont incrédules devant le nombre de compétences énumérées dans sa carte. Il essaie de cacher ses compétences, mais il est désormais trop tard. Les chevaliers choqués parlent derrière lui, incrédules. Normalement, un aventurier n'aurait qu'une ou deux compétences, mais le jeune homme a plus de titres sur sa carte qu'on n'en a jamais vu auparavant. Massa leur dit de garder son secret et de le laisser couler. Les deux sont d'accord. Ne sachant pas non plus comment donner un sens à ses compétences, ils discutent de la façon dont ils pourraient créer une histoire crédible à raconter au chef de la ville. Ils doivent clarifier leur histoire sur ses antécédents, sinon ils seraient arrêtés et punis pour avoir menti. Plus tard, ils arrivent enfin à la mairie où se tiendra la réunion. La réceptionniste les accueille et leur dit de se diriger vers la salle de conférence 1 pour la réunion de Massa. Après avoir été autorisés à entrer dans la salle, ils se sentent tous soulagés mais ressentent également la pression d'être interrogés. Alors qu'ils se dirigent vers la salle de réunion, Smith explique que Massa va rencontrer le représentant de la ville qui est le grand maître des chevaliers. Normalement, ce genre de réunion serait impossible, mais le leader trouve Massa intéressant et il accepte. Ils arrivent enfin dans la pièce et sont autorisés à entrer. Massa rencontre alors le dirigeant, Lance. Il peut immédiatement sentir que sa présence est à un tout autre niveau que celle des autres chevaliers. De là, il peut dire que cette négociation ne sera pas facile. Il s'avance vers le leader et le remercie de lui avoir accordé une audience. Cependant, Lance lui dit d'arrêter les bavardages puisqu'il a été informé de son programme consistant à vouloir libérer les demi-humains. Sans détour, Lance lui dit qu'avec ce genre de demande, il doit avoir quelque chose de précieux à échanger. À en juger par son comportement, il n'a pas l'intention d'utiliser l'argent pour parler. Il est curieux de savoir ce que Massa a à lui offrir. Massa observe tranquillement la règle devant lui qui semble si calme et assez difficile à lire. Sans tactique sale dans son sac, Massa décide de montrer ses mains puisque ce sera la plus grosse affaire depuis la fondation de la ville. Calmement et sérieusement, Massa déclare que son offre à la ville repose sur ses vastes connaissances. Lance est incrédule face à son offre vague et lui demande d'élaborer pour que tout le monde comprenne. Massa explique qu'avec ses connaissances, il réduira le taux de mortalité et améliorera l'assainissement et l'approvisionnement alimentaire. En outre, il augmentera le nombre d'emplois pour améliorer la productivité et le niveau de vie.
Si cela était autorisé, ce serait formidable s'il commençait par les calèches, car il a remarqué à quel point le trajet était chaotique. Les voitures ne disposent pas de mécanismes à ressort pour absorber les chocs et rendre la conduite plus douce. Il propose de leur fabriquer des voitures plus confortables et plus performantes grâce à ses connaissances avancées. Il ajoute également que leurs chevaux ne devraient pas être pieds nus. Sa discussion est interrompue lorsque le secrétaire de Lance apparaît et rapporte quelque chose. Lance dit alors à Massa qu'il comprend l'importance des connaissances qu'il offre. Il est vrai que ces améliorations sont ce dont la ville a besoin, mais pour le moment, ils ne peuvent pas lui faire confiance car il n'a pas encore de crédibilité et n'a pas de garantie solide à fournir. Plein de conviction, le dirigeant lui dit qu'il refuse de faire confiance à quelqu'un qui ne lui offre pas un bien tangible. Il a besoin que l'homme lui montre d'abord les résultats. Cela pourrait convaincre les villageois et lui davantage de faire confiance à Massa. Confus par ce qu'il dit, Massa demande s'il veut dire qu'il devrait rejoindre les chevaliers. Lance a déjà entendu dire qu'il avait refusé l'offre de Smith et a donc renoncé à cette possibilité. Pour le moment, il exige de lui des résultats, donc jusqu'à ce qu'il leur montre les fruits de ses connaissances, ils ne relâcheront pas les demi-humains captifs. Il doit donc y travailler jusqu'à ce qu'il y ait des résultats tangibles, sinon il sera tué pour avoir menti à tout le monde. Sur ce, il demande à nouveau à Massa s'il est toujours prêt à négocier lorsque sa sécurité est en jeu. Massa est d'accord avec une entière conviction, ce qui choque tout le monde. Lance accepte sa décision et ajoute qu'il suffira d'améliorer l'assainissement de la ville et les voitures. Il promet que s'il voit le moindre résultat, il lui remettra les demi-humains. Le voyant abasourdi, il pousse l'homme à revoir les papiers avec la bibliothécaire. Massa n'arrive pas à croire que le dirigeant soit si généreux avec son offre. Lance lui dit qu'ils ont juste une différence de perspective. De son point de vue, il peut se débarrasser des hommes bêtes qui pourraient déclencher une rébellion. C'est pour lui une bonne affaire qui rapporte même un profit. En outre, il partage la même conviction que la guerre n'a fait qu'emprisonner les faibles et qu'elle n'est rien d'autre qu'une invasion. Massa sourit chaleureusement en réalisant que le chef de la ville n'est pas du tout corrompu. Lance déclare qu'il publiera un décret pour rassembler les demi-humains dispersés afin de les libérer. Cependant, ils se trouveront sûrement confrontés à un camp adverse pour cela. Il demande si Massa peut peut-être réfléchir à la manière de traiter avec ceux qui s'opposeront à leur décret. Le jeune homme réfléchit avec enthousiasme à un plan. Après réflexion, il propose de défier en duel tous ceux qui s'opposeront à la liberté des demi-humains. S'ils perdent, ils perdent leur droit de porter plainte. Lance se redresse soudain puisque la proposition lui semble intéressante. Ce serait un spectacle à regarder et cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé comme ça. Cependant, ce plan ne serait sûrement pas suffisant. Puisqu'elle est la cité des chevaliers, ils respectent les plus forts. Et si l'on bat le plus fort, il sera sûrement le vainqueur et personne ne s'opposera à ses vœux. Il saisit alors son épée, à la grande surprise de Massa. Lance le trouve digne d'être son adversaire après avoir éliminé seul une horde de gobelins. Il lève alors son épée contre le jeune homme, le défiant en duel. Massa est incrédule. Il ne sait pas vraiment comment combattre le chef des chevaliers, surtout en le voyant si excité de le combattre. C'est ce qui lui fait peur, alors il refuse nonchalamment, déclarant que ce serait gênant si le dirigeant était blessé. Cependant, Lance a déjà décidé et ordonne à Smith de vérifier le calendrier de la reine pour leur duel. Sans choix, Massa accepte le duel et leur dit de simplement l'informer de la date. Il discute ensuite avec tout le monde de l'importance de l'hygiène. Il commence immédiatement une séance d'études sur les bases, comme pourquoi ils doivent garder les choses propres. Il dit ensuite à tout le monde de rassembler les gens pour diffuser les connaissances. Sur ce, les chevaliers commencent à rassembler leurs subordonnés et à quitter la pièce. Massa les regarde avec agacement, les avertissant que s'ils tentent de s'enfuir du cours, ils auront certainement un cours particulier. Voyant la frustration sur leur visage, il dit aux chevaliers qu'en tant que dirigeants de leur ville, ce sont eux qui doivent d'abord apprendre l'hygiène afin qu'ils puissent être un excellent modèle pour tout le monde. Lance le félicite pour sa minutie et lui laisse le reste pendant qu'il s'entraîne. Cependant, il refuse de laisser le dirigeant quitter la pièce car lui aussi a besoin d'apprendre. Plus tard, Massa commence sa leçon d'hygiène. Il explique qu'ils devraient apprendre à jeter leurs déchets de manière responsable. Les déchets laissés à l'air libre attireraient les insectes et les rats porteurs de maladies. Ainsi, pour résumer sa leçon, ils doivent faire bouillir leur eau, cuire leur viande, se nettoyer et se laver régulièrement. La leçon est une compétence de base de survie humaine. Mais en regardant les chevaliers, ils semblent avoir besoin de temps pour tout comprendre. Lance est impressionné de pouvoir donner une leçon décente, mais doute que l'hygiène puisse changer quoi que ce soit. Massa souligne qu'une bonne hygiène réduira le taux de mortalité et de maladie des nourrissons aux adultes. En outre,
ils pourront empêcher les épidémies de peste. En entendant cela, Lance demande qui il est vraiment. Dans leur centre de recherche, les informations recueillies sur la possibilité d'une peste sont rares. Cela signifie que la valeur des informations à ce sujet est bien trop grande, ce qui rend leur accord peu équitable. Confus, Massa demande pourquoi une bonne affaire pour eux semble être un problème. Le dirigeant lui dit que devoir des faveurs ne lui convient pas étant donné la nature de son travail. Massa le regarde avec respect, pensant qu'il est un homme tellement honnête. Il décide d'arrêter d'être modeste et demande s'il peut utiliser la forge. Il doit améliorer le chariot et il souhaite tester de nombreuses choses. Lance lui donne sa permission et s'arrangera pour qu'il puisse l'utiliser dès le matin. Lance ajoute que même s'ils disposent d'une forge appropriée, ils n'ont pas d'artisans qualifiés. Il explique que puisqu'ils sont à la frontière, les plus talentueux sont attirés par les grandes villes. Ils disposent donc de beaucoup de matériel en stock. Lorsqu'il visite l'entrepôt, Massa lui demande de rassembler les hommes et tout le monde le fera. Incrédule, il déclare qu'ils vont faire un inventaire complet de chaque matériau. Frustré, il leur dit qu'aucun artisan n'aimerait travailler dans ce genre d'atelier. Il mobilise les chevaliers et leur ordonne de faire un inventaire pour compter le stock et combien ils ont besoin de plus. Ils doivent également vérifier les dommages ou les défauts des matériaux afin que la qualité de leurs produits ne soit pas affectée. Pendant qu'ils y sont, ils doivent également nettoyer l'entrepôt. Lance attire alors son attention. L'homme lui dit qu'en tant qu'ordre des chevaliers, ils sont capables de très bien gérer leurs ressources. Massa est encore plus frustré par sa déclaration, car ce n'est clairement pas le cas. Les objets sont éparpillés et il repère des objets couverts de poussière partout. Comme il a déjà travaillé dans une quincaillerie, la désorganisation l'agace. De retour chez lui, il gardait des dizaines de milliers d'articles en stock. S'il découvrait qu'un numéro était erroné, il passerait des heures à le vérifier. Agité, il ordonne aux dirigeants de nettoyer l'arrière-stockage jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Soudain intimidé, Lance accepte immédiatement. Massa est maintenant dans son mode le plus sérieux et est sur le point de montrer sa parfaite maîtrise du contrôle des stocks. Plus tard, il prend les commandes et amène les chevaliers à remettre de l'ordre dans l'atelier. Il les amène à mettre les choses en ordre, à les nettoyer et à s'assurer que l'inventaire est éclairé. Il passe toute la nuit à terminer la tâche. Le lendemain matin, il est impressionné par l'amélioration et l'avancement du travail. Il regarde ensuite l'inventaire et est submergé par la quantité de matériaux fantastiques sur la liste comme l'acier noir, le minerai vermillon et le mithril. Il remarque qu'il y a beaucoup trop de stock à l'intérieur de l'entrepôt, ce qui représente un gaspillage pour les finances de la ville. Malheureusement, les expéditions de minerais se poursuivent même s'ils n'étaient pas utilisés. Le secrétaire admet que c'est à cause de l'accord d'approvisionnement à long terme et qu'ils ne peuvent donc pas arrêter l'expédition. Les contrats ont déjà été signés avant leur arrivée dans la ville et dureront encore un an. Compte tenu de la situation, Massa suggère d'utiliser d'abord les minerais et de les transformer en quelque chose d'utilisable et de précieux. Il a entendu parler de tonnes de minerais dont il n'avait jamais entendu parler auparavant et s'il joue avec différents ratios, il pourrait découvrir des alliages incroyables. Comme le secrétaire semble confus, il explique que lorsqu'on mélange différents matériaux, on peut produire différents métaux, comme si l'on mélange du cuivre et de l'étain, on peut produire du bronze. En utilisant le bronze, ils peuvent créer des armes simples. Il montre même à l'homme comment mélanger les métaux pour produire des alliages et adorerait essayer de fabriquer de l'acier inoxydable. La secrétaire commence à être vraiment confuse, alors Massa réfléchit à un moyen de décomposer cela en une explication plus simple. Il explique que les minerais ne sont pas beaucoup utilisés parce qu'ils n'étaient pas assez résistants par rapport aux autres métaux. Lorsqu'on mélange un autre métal avec un métal faible, on peut créer un métal doté de nouvelles propriétés. La secrétaire comprend enfin et se rend compte que si le processus est trop complexe, il serait difficile pour un artisan amateur de gérer l'atelier. Avec cette information, il en déduit qu'ils ont besoin de quelqu'un de titulaire. Il quitte l'entrepôt pour traiter quelques papiers et chercher un artisan. Seul, Massa ne perd pas de temps pour tester ses talents de forgeron. Il vérifie l'état de son système, mais est choqué lorsqu'il découvre qu'il peut donner une épée rien qu'en y pensant. Compte tenu de la puissance de cette compétence, il s'agit plutôt d'une compétence de triche. Il l'essaie ensuite pour voir combien de détails il peut rendre son arme. Il utilise les minerais à l'intérieur de l'entrepôt et les transforme en fer. Il sourit, sachant à quel point cette compétence est précieuse. À partir du fer, il envisage d'abord de fabriquer une petite arme. Il aperçoit alors un couteau accroché sur la table et décide d'en fabriquer un. Après avoir observé la forge près de lui, il décide enfin de se fabriquer une arme. Il a toujours voulu essayer d'en faire un, alors il fait fondre du fer et le martèle pour créer un couteau. Il répète le processus jusqu'à ce qu'il forme l'arme qu'il désire. Quelques instants plus tard,
il refroidit le métal et un seau d'eau. Soudain, Lance apparaît derrière lui et est étonné de voir Massa forger des armes en plus de ce qu'il peut faire. Massa est choqué de le voir car il n'a pas senti sa présence. L'homme lui raconte qu'il est au village depuis midi et qu'il est passé à l'atelier pour terminer le contrôle des stocks et affûter sa lame. Il demande ensuite si le jeune homme pourrait fabriquer une arme meilleure que les déchets qui circulent dans l'entrepôt et propose d'en forger une pour que le chef puisse tester ses compétences. Dernièrement, son épée est devenue si émoussée que peu importe le nombre de fois où il l'aiguise, la lame est simplement battue et couverte. Ce problème affecte parfois ses duels et il s'en sort grâce à ses grandes compétences en escrime. Comprenant sa frustration, Massa propose de jeter un œil à son épée et de voir ce qu'il peut faire à ce sujet. De plus, il demande quels sont les documents sur son bureau. Massa déclare qu'il s'agit de différents types de composants qui, s'ils sont combinés, créeront des choses qui pourraient aider les habitants de la ville. L'appareil sur lequel il travaille pourrait s'avérer utile pour soulever des objets lourds. Lance a l'air confus et n'a aucune idée de comment utiliser l'appareil sur lequel Massa travaille. Même si cela n'était pas inclus dans leur contrat, Massa souhaite le tester et l'essayer. Il déclare qu'il terminera et dévoilera l'appareil le lendemain. Lance doit donc venir donner son avis à ce sujet. L'homme est d'accord, disant qu'il est de toute façon curieux à ce sujet. Sur ce, Massa se remet à travailler sur son appareil et demande au chef de partir afin qu'il puisse se concentrer. Lance commence à sortir de l'atelier mais se retourne à nouveau. Il peut voir que l'homme est tellement excité et ravi. Cela lui rappelle la première fois qu'il a pris l'épée. Il lui dit au revoir et lui dit de ne pas en faire trop. À la tombée de la nuit, Massa termine enfin l'appareil sur lequel il travaille. Il est allé un peu trop loin, mais cela ne le dérange pas puisqu'il aime voir les gens heureux et se sentir utile. Demain, il montrera à tous les habitants de la ville le travail acharné qu'il a accompli. En plus de cela, il doit également apprendre aux gens comment utiliser l'appareil qu'il a fabriqué et continuer la leçon sur l'assainissement. Il envisage également d'ajouter un cours intensif sur l'artisanat. Alors que le matin arrive, Massa se réveille avec le visage d'une femme qu'il ne connaît pas. Au bout d'un moment, il la reconnaît comme la messagère des chevaliers. Elle se plaint que les chevaliers lui ont confié toutes leurs courses puisqu'ils sont tous occupés à étudier. Elle est venue lui transmettre le message et lui rappeler le prochain duel qu'il aura avec Lance dans 3 jours. Il devrait être présent sur les terrains d'entraînement le matin. Elle commente qu'il est assez courageux pour défier un homme comme leur dirigeant, puisque Lance est vraiment un accro au combat. Cependant, cela pourrait aussi signifier que Lance l'aime. Néanmoins, elle lui conseille de se préparer au duel, étant donné que ce ne sera pas facile. Elle a également l'équipe médicale en attente pendant ce duel, au cas où il en aurait besoin. Il lui assure qu'il n'aura probablement pas besoin de l'équipe médicale et qu'il fera attention. Elle commente que le duel semble passionnant et qu'elle n'a pas ressenti ce plaisir d'assister à un duel depuis longtemps. Massa se souvient alors qu'il a besoin de son aide et lui demande d'appeler tout le monde sur la place de la ville car il a besoin de démontrer quelque chose. Plus tard, Lance et ses chevaliers sont sur la place de la ville et attendent que Massa apparaisse. À ce moment-là, Massa sort du puits et est heureuse que Lance soit déjà là. Le dirigeant s'aperçoit alors que l'appareil sur lequel il travaillait la nuit précédente est déjà installé à proximité du puits. D'une voix enjouée, il demande à tout le monde de se rassembler étroitement. Il mentionne qu'il fera une démonstration de puisage de l'eau du puits avec le nouvel appareil. Cela leur facilitera la vie et il est également très facile à utiliser. Pour commencer la démonstration, il appelle une villageoise au hasard pour l'essayer, soulignant que les femmes et même les enfants peuvent utiliser l'appareil. Tout d'abord, verser de l'eau dans le trou de la pompe. Cela comblera les lacunes, éliminant l'air et créant un vide. Le vide aspire l'eau du bas vers le haut dans le tuyau. Ensuite, ils doivent déplacer le levier de haut en bas. L'eau commencera alors à s'écouler du puits vers le seau. Les villageois sont tous impressionnés et comparent le processus à une sorte de magie. Satisfait du résultat, Massa explique que l'outil s'appelle une pompe. Comme la pompe pionnière connaît du succès, il envisage de les installer également dans la ville principale pour les utiliser. Ensuite, il envisage également d'améliorer le carrosse puisqu'il était bien médiéval la dernière fois qu'il l'a utilisé et cela affectera le commerce. Massa inspecte la partie inférieure du chariot et voit qu'il ne s'agit que d'une boîte avec un axe métallique traversant la base et des roues fixées. Pour améliorer le transport, la zone des passagers doit être séparée des roues. Un cadre doit être ajouté sur le dessus et la section assise doit y être suspendue. Après cela, des ressorts seront installés à l'avant et à l'arrière. Voyant son expression confuse, Massa explique qu'il ne connaît que les bases et qu'il devra tester le mécanisme de vibration pour voir s'il fonctionne. Il commence par construire la base. Grâce à ses connaissances avancées, il crée un plan, lisse le bois et fixe les pièces ensemble jusqu'à ce que la carrosserie du chariot prenne enfin forme.
Une fois le premier prototype terminé, il demande au leader de monter dans la calèche puisqu'il est déjà à court de mana. Il l'attache à un cheval et un autre chevalier le conduit pour le tester. Au fur et à mesure que le chariot bouge, Lance le trouve impressionnant puisqu'il tremble à peine par rapport à son ancien. La conduite n'est pas parfaitement fluide, mais elle est confortable et bien meilleure qu'avant. Massa explique qu'il a ajouté une suspension à amortisseur, ce qu'aucune voiture dans leur ville ne possède actuellement. Avec cette conception, les roues gauche et droite sont reliées par un seul essieu grâce à des ressorts. Il mentionne également qu'il peut expérimenter une suspension indépendante, où chaque roue bouge et fonctionne de manière autonome. Il en existe plusieurs types qu'il pourrait tester à l'avenir. En plus de cela, il prévoit de rendre la section passager suffisamment grande pour transporter environ 9 à 10 personnes. Lance est ravi d'entendre cela, car voyager pendant les expéditions deviendra beaucoup plus facile. Massa est d'accord, soulignant qu'ils doivent constamment introduire de nouvelles technologies pour faire des percées dans leur vie quotidienne et rendre les choses plus faciles à gérer. En entendant parler du carrosse amélioré, d'autres chevaliers se portent volontaires pour l'essayer et voir à quel point il est confortable. Pendant que les autres sont occupés à le tester, Massa appelle Lance dans l'atelier pour lui montrer les autres outils qu'il a fabriqués. Il promet d'apprendre à l'artisan à les réparer. Sentant que Massa veut discuter d'autre chose, Lance le presse de parler ouvertement. Massa commente que le commandant est vif et admet qu'ils ont besoin d'équité dans leurs négociations. Lance est d'accord et demande ce que Massa désire en échange de tant d'aide au village, d'autant plus que de nombreuses améliorations n'étaient pas incluses dans leur contrat. Massa déclare sans détour qu'il souhaite former un pacte interdisant les invasions entre les hommes bêtes et les humains. De plus, il demande à recevoir une partie de leur surplus de minerais. Lance s'arrête un instant, réfléchissant clairement aux conditions. Après un bref silence, il accepte et Massa pousse un soupir de soulagement. Grâce à cela, un traité qui apportera des avantages mutuels aux deux parties sera conclu. Tant que cela n'interfère pas avec leur vie quotidienne, Lance le permettra. Cependant, il prévient que d'autres pays pourraient ne pas faire de même, le jeune homme doit donc rester prudent. Massa le remercie et le qualifie de personne honorable. Lance lui dit au revoir et lui dit de donner tout ce qu'il a lors de leur prochain duel, disant qu'il s'attend à une grande bataille. Le commentaire fait froid dans le dos à Massa, sachant qu'il est sur le point d'affronter un véritable maniaque du combat. Massa est néanmoins reconnaissant que les négociations avec Lance se soient déroulées sans problème jusqu'à présent. Ce n'est qu'une promesse verbale pour l'instant, mais il pense que Lance est un homme honnête qui tiendra parole. Épuisé, Massa décide de mettre fin à sa journée et de se reposer pour reconstituer son mana perdu. À ce moment-là, la secrétaire apparaît et lui rappelle le cours d'hygiène, notant que tout le monde attend. D'autres nuits arrivent bientôt, cherchant ses conseils sur les nouvelles inventions qu'il a introduites dans le village. Après avoir répondu aux besoins de chacun, Massa peut enfin se reposer après une journée épuisante. Épuisé, il s'allonge sur son lit et se rend compte à quel point il est fatigant d'enseigner à des gens qui ne connaissent même pas les bases. Il se souvient de ses journées de travail dans un centre de rénovation domiciliaire où des instructeurs lui ont patiemment enseigné jusqu'à ce qu'il obtienne sa certification. Il se demande soudain comment vont les gens à la maison. Massa ouvre sa fenêtre et se souvient de la personne qui lui manque le plus. Cependant, elle ne partage plus le même ciel ni la même lune avec lui. Si seulement il pouvait lui dire directement ce qu'il ressent et qu'il a renoncé à l'amour s'il n'est pas avec elle. Marie apparaît, se sentant coupable de son désir. Elle l'écoute se plaindre de vouloir abandonner l'amour et d'avoir souhaité pouvoir lui dire au revoir. Il essaye de minimiser ses sentiments, comparant son expérience à un poème sur l'amour qu'il a lu il y a des années. C'est tragique, mais il apprend peu à peu à l'accepter. Curieuse, Marie demande quel genre de personne était cette femme. Massa la décrit comme étant petite et adorablement douce. Il avoue que pour lui, ce fut un coup de foudre. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, elle travaillait incroyablement dur et il est tombé amoureux de sa ténacité. Quelques mois plus tard, il lui a dit qu'il l'aimait bien. Il n'était pas doué pour exprimer ses sentiments, donc ses mots étaient maladroits. C'est alors qu'il apprit qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre depuis des années. Après cela, il a quitté la maison. Malgré tout, il est resté accroché à elle, mais il a quand même réussi à la féliciter le jour de son mariage. Ce qui rend cela étrange, c'est qu'il a rencontré plus tard une fille dans le village Rabbit Folk qui portait le même nom. Elle s'appelait May et la voir l'a choqué, faisant ressurgir des souvenirs de son passé. Remarquant la culpabilité de Marie, Massa la rassure en lui disant qu'il va bien. Il lui dit qu'il a maintenant un nouvel objectif dans la vie et que se concentrer dessus est rafraîchissant par rapport au fait de s'attarder sur la vie qu'il a laissée derrière lui. Au contraire, il est reconnaissant envers Marie de lui avoir donné un nouveau but.
De retour à son état habituel, Marie accepte. Après tout, c'est une déesse et il a été mise au monde spécifiquement pour son rôle. Massa la regarde, agacé par son ton vantard, mais remarque le sourire chaleureux sur son visage. Il pensait qu'elle n'était qu'une mauvaise déesse, mais maintenant, il se retrouve à penser qu'elle est en fait une déesse cool. En entendant le compliment, elle sourit à nouveau. Cette vue rend Massa heureux et lui donne une énergie renouvelée pour retourner au travail. Il lui dit au revoir. Alors que Massa reprend ses tâches, Marie regarde la lune avec un sourire content sur le visage. 3 jours passent. Massa est occupé à enseigner, partager et diffuser ce qu'il sait. Pendant ce temps, son temps libre est entièrement consacré à la préparation du combat. Enfin, le jour du duel avec Lance arrive. Massa se dirige vers l'arène et est surpris de voir autant de monde entrer. Il se rend dans la salle d'attente où se trouve Lance pour lui poser des questions. Lance est impressionné que son adversaire se soit réellement présenté. Massa dit qu'il ne s'attendait jamais à être le centre de l'attention au milieu d'un festival. Lance explique que ses subordonnés veulent simplement le voir utiliser son épée. Il regarde ensuite avec envie l'épée nouvellement forgée de Massa et demande s'il y en a une pour lui aussi. Massa répond que personne ne distribue de lame personnalisée pour un duel. Lance sort alors une grande épée noire, disant qu'il profitera pleinement du duel. Massa voit qu'elle a été forgée à partir d'un minerai plus dur, mais le savoir-faire est à peu près le même que celui de la lame solitaire. Lance interroge ensuite son adversaire sur sa propre arme. Massa dégaine sa toute nouvelle épée. Lance sourit et dit qu'une fois qu'il aura gagné, cette nouvelle épée sera le sujet de conversation de la soirée. Massa, à son tour, sourit et dit qu'il essaiera de se retenir autant qu'il le pourra. Lance remarque que la dernière personne qui a osé lui parler ainsi a appris la leçon à ses dépens. Cela rend Massa nerveux et il demande si Lance a déjà perdu. Le chevalier sourit et dit « plus maintenant ». Massa répond que toute sa préparation minutieuse aurait pu être inutile. Lance lui rappelle que Massa a un jour anéanti toute une horde de gobelins, un exploit que peu de gens peuvent réaliser. Il ajoute qu'il veut que son adversaire s'attaque à lui avec tout ce qu'il a. Massa sourit pour montrer qu'il comprend. Les deux hommes sortent ensuite ensemble de la salle et entrent dans l'arène où ils sont accueillis par les acclamations de la foule massive. Massa regarde autour de lui, se sentant un peu dépassé, et aperçoit l'officier messager assis dans une section plutôt chic. Elle lui sourit alors que les deux combattants s'affrontent. Un autre déclare alors que la bataille entre eux peut commencer. L'arbitre explique que le combat se déroulera en un seul round, le vainqueur remporte tout. La foule regarde avec impatience. La victoire sera décidée lorsqu'un combattant se rendra ou ne pourra plus combattre. Finalement, il leur est demandé de le garder propre et l'affrontement commence. La messagère demande à un assistant ce qu'il pense du combat jusqu'à présent. Il l'appelle Milady, un titre qu'elle n'aime pas. Elle remarque que Massa ne ressemble même pas à un guerrier. Il suppose qu'il a peut-être un tour dans son sac et que le combat dépendra de son efficacité. Les deux combattants ont continué à affronter leurs épées. Lance dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un humain puisse égaler sa force. Massa demande si cela signifie qu'ils peuvent simplement convenir qu'il a gagné. Lance rit, puis effectue une frappe différente, forçant Massa à prendre du recul. Il utilise son pied pour déséquilibrer le forgeron. Massa tombe en arrière alors que Lance entre. Il voit l'épée du chevalier s'abattre sur lui et l'évite au dernier moment. Son visage se remplit de peur alors qu'il demande si Lance essaie de le tuer. Lance déduit de sa position qu'il doit avoir reçu une certaine formation. Il continue d'attaquer, constatant que les techniques du jeune homme sont rudimentaires. Massa bloque une attaque avec la poignée de son épée. Lance le complimente mais reste offensif, tandis que Massa essaie désespérément d'éviter chaque coup. Il se rend compte que le vrai combat est très différent. Il se souvient que Marie avait dit qu'il pouvait combattre tout un royaume, mais avec la façon dont il patauge maintenant, cela semble impossible. Cependant, il a maintenant confirmé ce dont il avait besoin pour son plan. Il décide que le moment est venu de faire de son mieux. L'expérience qu'il a acquise à la station rurale, tout ce qu'il a appris, toutes les leçons que les artisans lui ont enseignées, tout sera mis à profit. Il lève la main et active la compétence espace de stockage de la boîte d'objets. Lance se prépare à une attaque, mais à la place, de grosses bûches pleuvent sur l'arène. Le chevalier est surpris. Il n'y avait aucun rapport selon lequel Massa possédait une compétence rare. Il n'a toujours aucune idée de ce que pense le forgeron. Envisage-t-il d'utiliser les bûches comme base? Lance se tient au centre des débris. Massa voit sa chance. Il utilise l'activation de plusieurs compétences pour lancer le travail du bois et l'architecture. Les morceaux de bois se transforment soudainement en plusieurs engins de siège, leurs béliers tous pointés sur Lance. Lance est stupéfait de se voir entouré d'armes de siège. Massa est ravi
car l'un des avantages de ses compétences en matière d'artisanat est qu'il peut construire ce qu'il imagine dans son esprit. Cependant, avec son niveau de compétence et son mana actuel, il ne peut toujours fabriquer que des outils de base. Il espère néanmoins qu'une attaque multi-attaque fonctionnera. Lance voit maintenant quel était le mouvement caché. Il balance son épée à grands coups, tranchant les machines. Le messager regarde avec un regard curieux. Lance, quant à lui, est déçu si c'est tout ce qu'il y a. Il voit que Massa essaye de garder ses distances pour fabriquer plus d'objets, alors il décide d'écraser cette ouverture d'un pas décisif. La messagère a maintenant l'air inquiète et se lève. Lance avance pour mettre fin au combat, mais est choqué de voir que Moussa possède désormais une arbalète géante. Il se rend compte que c'était le plan du forgeron depuis le début, il a dû le construire au préalable, et maintenant Lance est piégé. La flèche a été lâchée, et le chevalier sait qu'il ne peut pas l'éviter. Il lève son épée et rencontre la flèche. Il y a un impact énorme alors que Lance lutte de toutes ses forces. Il est enfin capable de dévier la flèche avec son épée, laissant le public impressionné. Cependant, il est épuisé par l'effort et voit que Massa profite de cette occasion pour lui foncer dessus. Lance est trop fatigué pour se défendre. Il peut à peine bouger ses bras. Pourtant, il pense qu'il a une chance s'il peut forcer le verrouillage et coincer Massa. Il lève son épée juste assez pour bloquer l'attaque de Massa. À sa grande surprise, sa grande épée se brise sous l'impact et se brise. Le fier chevalier retombe au sol sans défense alors que Massa se tient au-dessus de lui, victorieux. Lance se rend compte que c'était le plan de Massa depuis le début. Il était certain que sa lame serait capable de trancher la grande épée. Massa sourit et répond qu'il ne s'est senti en confiance qu'après avoir vu l'éclat sur l'épée de Lance. Il l'avait en fait testé plutôt sur celle que Lance lui avait prêtée, mais comme elle était faite d'un matériau différent de celui de l'épée que Lance avait utilisé lors du duel, c'était quand même un pari. Il devait donc trouver un moyen de gagner du temps et de s'assurer que Lance prendrait sa grève. C'est pourquoi il a utilisé les béliers et l'arc géant. Massa admet qu'il n'aurait jamais pensé que Lance trancherait la flèche au lieu de l'esquiver. Cependant, cela a gelé Lance juste assez longtemps pour que Massa puisse préparer sa lame. Lance est impressionné par le fait que le forgeron l'a défié non pas avec son habileté à l'épée, mais avec son savoir-faire. Massa dit que c'est tout ce qu'il peut faire. Alors qu'il active sa compétence de stockage, il sort une toute nouvelle épée et explique qu'il ne pouvait pas la remettre avant leur duel. Il le tient haut et l'offre à Lance, souriant alors qu'il l'appelle en signe de gratitude. Lance reste sans voix. Massa reconnaît également qu'il n'a désormais aucune chance contre le chevalier. Lance balance la nouvelle épée plusieurs fois pour la tester, l'air véritablement heureux et reconnaissant. Il dit alors à Massa qu'il vit pour se battre. Chaque bataille est un frisson. Quelle que soit l'arme utilisée, chaque combat lui apprend quelque chose de nouveau et lui rappelle pourquoi il est en vie. En conséquence, des personnes partageant les mêmes idées se sont rassemblées autour de lui, ce qui l'a incité à continuer à brandir son épée encore plus. Puis un jour, il a regardé en arrière et s'est rendu compte que personne ne pouvait l'égaler. Il ajoute que c'est étrange, puisque plus il devenait fort, moins il se battait. Avant de s'en rendre compte, il dirigeait une organisation entière et se retrouvait coincé dans des invasions. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui était si rafraîchissante. Il ne s'était pas autant amusé depuis des lustres. Il dit ensuite à Massa de ne pas dire qu'il ne peut pas gagner simplement parce qu'il lui a donné une nouvelle épée. Gagner un combat signifie grandir, ce qui signifie que Lance grandira aussi. Lance dit que la prochaine fois, Massa devrait battre le futur Lance, qui sera encore plus fort, et ajoute qu'il attend avec impatience leur revanche. Massa dit qu'il préfère ne pas le faire, mais reconnaît qu'ils croiseront à nouveau les lames. Lance déclare ensuite Massa vainqueur sous les yeux de la foule. Il ajoute qu'ils tiendront leurs promesses et proclament les esclaves bêtes libres à partir de ce jour. Plus tard dans la soirée, à la Knight's Quarter Tavern, les invités prennent leur repas. Un homme, Eldam, mentionne qu'il n'aurait jamais pensé qu'une compétence de type production puisse briller aussi bien au combat. Il demande ensuite à Smith s'il a déjà envisagé de suivre une formation auprès d'un menuisier. Eldam rit et déclare que Massa a beaucoup de compétences à son actif. Smith continue de féliciter Massa, mais Eldam devient nerveux lorsqu'il remarque Lance debout juste derrière eux, entendant chaque mot. Il se retourne, stupéfait de voir le chevalier. Tous deux le regardent nerveusement, mais il leur dit de se calmer, expliquant qu'il est en fait là pour leur parler. Il demande si ce sont eux qui ont amené Massa dans la ville, le Massa qu'il a combattu, et celui dans les rapports était très différent, et demande qu'ils lui disent tout ce qu'ils savent sur le forgeron. Quelque temps plus tard, Lance a été pleinement informé. Le chevalier se rend compte que le jeune forgeron est bien au-delà de ses attentes. Smith remarque que si ses statistiques appartiennent à quelqu'un de niveau 60 à 70, il pourrait le croire.
Pourtant, Massa n'est qu'au niveau 16 et ses statistiques rivalisent avec celles de Smith qui est au niveau 62. Lance comprend maintenant pourquoi ils n'ont pas partagé cette information plus tôt. Smith suggère qu'il devrait recruter une personne aussi talentueuse parmi les chevaliers. Lance rétorque que dans le cas de Massa, il serait plus intéressant de le laisser se déplacer librement. Il ajoute que même s'ils ont promis une revanche, il serait dommage de rompre leur lien ici. Lance commence à donner un ordre, mais avant qu'il puisse terminer, le messager arrive. Elle dit qu'il veut juste une raison pour garder un œil sur Massa. Lance est surpris et demande pourquoi elle est ici. Elle répond qu'elle a été obligée de devenir messagère, ajoutant qu'il y a trop de gens qualifiés qui restent inactifs, alors que nous apprenons que Lance c'est son oncle. Quelques jours plus tard, Massa se trouve à l'entrée principale de la salle du conseil, se demandant s'il peut enfin rentrer chez lui maintenant que les hommes bêtes sont libres. Lance sort et dit que tout va bien, les réformes donnent déjà des résultats, et une fois que les hommes bêtes se seront rassemblés, ils enverront un message à leur village. Massa dit qu'il comprend, mais demande ensuite pourquoi le chevalier est couvert de bleu et avec qui il s'est battu. Cette fois, Lance répond qu'il ne pouvait pas vraiment riposter. Quelqu'un donne un coup de pied au chevalier par derrière et déclare que c'est elle qui a lancé le premier coup de poing. Massa est surpris de voir que c'est le messager. Lance explique qu'elle est sa nièce, Adèle, qui est aussi fougueuse que possible. Adèle se dit heureuse de le rencontrer et fera tout pour lui être utile puisqu'elle nous accompagne aujourd'hui. Massa est confus car il ne savait pas qu'elle les rejoindrait. Lance explique qu'Adèle veut voir davantage le monde et il est inquiet car il est dangereux pour une femme de voyager seule. Massa pense qu'une fois que les hommes bêtes reviendront, ils auront besoin de plus de bras pour agrandir le village. Mais un village isolé n'est pas un endroit où vivre pour une citadine. Adèle insiste sur le fait qu'elle s'en sortira très bien en se rapprochant de lui et en disant que cela semble vraiment amusant. Massa rit et voit que le sang de Lance coule définitivement dans ses veines. Il convient que si elle donne un coup de main, ce ne sera pas un problème, mais prévient son oncle de se préparer, car cela pourrait prendre des années avant leur retour. Cela surprend le chevalier, alors qu'il demande ce que Massa veut dire, et Massa explique qu'ils vont développer la colonie en une ville appropriée pour la rendre sûre pour la peau d'abeille. Lance a l'air hésitant, mais Adèle est déterminée et lui dit de ne pas l'arrêter. Le chevalier fatigué cède et demande à Massa de la protéger, ce qui fait qu'Adèle lui crie dessus pour sa surprotection. Le visage de Lance s'adoucit alors qu'il leur dit au revoir, et Massa promet qu'une fois que les choses se seront calmées ou si la situation deviendra trop difficile, il reviendra, saluant les chevaliers alors que lui et Adol partent en vite. Massa réfléchit au fait que son voyage s'est avéré plus long que prévu, mais il a réussi à résoudre les problèmes et même à obtenir de nombreuses ressources. Lui et Adol voyagent à travers de nombreux endroits, campant la nuit et profitant du paysage au fur et à mesure, pour finalement atteindre leur destination. Massa est heureux d'avoir, par-dessus tout, désormais un allié puissant à ses côtés. Il salue les lapins et passe les quelques instants suivants à les mettre au courant, sachant qu'ils devront également comprendre ce qui va suivre. Pour l'instant, il est heureux d'être de retour et veut juste profiter des retrouvailles. Marie regarde tout cela en sirotant un thé, souriant joyeusement, alors que l'écran montre que le bonus mondial de développement a été accordé. Massa discute avec le chef de la possibilité de mettre de côté leur rancune envers les humains pour l'avenir. Le chef craint que maintenant que la technologie de Massa alimente le progrès humain, ils ne deviennent encore plus dangereux. Massa lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a déjà parlé avec leur commandant. Il suggère qu'ils se concentrent sur l'expansion de la colonie maintenant que beaucoup de leurs parents bêtes sont libres et il se lève pour déclarer sa vision. Il veut construire une ville d'hommes bêtes. Le lendemain matin, Mei et Ada réveillent Massa dans sa tente. Les deux filles se plaignent qu'il n'est toujours pas prêt, d'autant plus que c'est lui qui a dit qu'il avait une grande annonce à faire. Ils partent en les premiers, mais exhortent Massa à ne pas être en retard au lieu de l'annonce. Massa est toujours groggy et vérifie d'abord son écran de statut pour passer en revue les compétences qu'il peut utiliser pour la construction de la ville. Il est surpris de voir un nouveau message. Il appuie et découvre que la sœur de Marie, Hera, lui a écrit. Il a été récompensé par davantage de compétences grâce à ses contributions à leur monde, et elle espère qu'il pourra rendre leur monde encore meilleur pour les générations futures. Avec la découverte d'Hera, Massa réalise désormais qu'il existe tout un panthéon de dieux. Il est heureux de savoir qu'il existe un dieu qui semble plus responsable que Marie, un sentiment que la déesse déteste. Il conclut que s'il continue à accomplir des choses, il recevra encore plus d'améliorations de compétences. Il prend donc son temps pour revoir toutes ses nouvelles compétences.
Adolin pourrait revenir pour lui crier dessus parce qu'il n'a pas essayé de se lever plus vite. Plus tard, Massa se rend au lieu de rassemblement et dit aux bêtes qu'il veut discuter de l'avenir de leur colonie. Il explique que maintenant que les autres bêtes sont libérées des humains, leur population va tripler et ils devront améliorer leur situation alimentaire, leurs murs de protection et d'autres équipements. Il annonce qu'il envisage de construire une ville à proximité de la leur. Les lapins se demandent s'ils peuvent construire une ville par eux-mêmes et demandent mais quel genre de ville il envisage. Massa répond qu'il veillera à ce qu'il puisse le faire et qu'il veut une ville où les hommes bêtes peuvent vivre en sécurité, heureux et libres. Sa déclaration fait sourire tout le monde, et tout le monde accepte instantanément de l'aider. Massa voit qu'ils lui font confiance sans aucun doute et se sent coupable. Il partage avec eux, sur un ton sérieux, qu'il ne peut plus cacher qui il est s'ils continuent à lui faire autant confiance. Il révèle qu'il vient d'un autre monde et qu'il a été amené dans le leur par un dieu. Les gens se taisent, ce qui fait penser à Massa que son histoire est difficile à croire, mais beaucoup commenceront alors à se poser des questions sur de quel genre de monde il vient et quel genre de dieu il a rencontré. Adel admet que son histoire est vraie, étant donné à quel point il semble différent en termes de culture et de connaissances. Massa demande à tout le monde comment ils peuvent le croire si rapidement, et ils lui répondent qu'il est facile de croire quand les dieux sont impliqués. Massa se rend compte qu'une histoire comme la sienne est facilement acceptée dans un monde où les dieux sont monnaie courante. Le chef lui dit également que leur confiance ne faiblira jamais alors qu'il les a défendus et les a protégés. Cela rend Massa heureux de voir qu'il est aimé, même si maintenant les gens ne cessent de le harceler pour plus de détails sur son monde, à son grande dame. Massa calme la foule enthousiaste en promettant de partager tout son monde pendant le dîner, puis attire l'attention de tous sur le travail à venir. Il explique qu'ils doivent commencer à défricher les champs et à agrandir leurs tentes, et il assigne une tâche à chacun. Adel et Mei le regardent avec impatience, attendant leur propre rôle et deviennent visiblement ennuyés lorsqu'il hésite. Finalement, il leur demande de produire de la chaux éteinte, la qualifiant d'arme secrète de la construction et d'un travail qu'il ne peut confier à personne d'autre. Une responsabilité qui satisfait même la fierté d'Adel. Massa leur montre le four et les ustensiles de cuisine dont ils auront besoin, leur demandant de placer des coquillages à l'intérieur, d'ajouter du bois de chauffage en dessous et d'allumer le feu. Il montre la boîte d'Abella à côté du four, expliquant que le pompage pousse l'air à travers un tuyau et envoie de l'oxygène dans le four, augmentant la chaleur à 1000 degrés. Lorsque les filles semblent perplexes, il précise que l'eau bouillante avec des bulles signifie 100 degrés et l'argile rougeoyante signifie environ 1000. Il les exhorte à utiliser ces connaissances sur la chaleur de manière responsable et en gardant à l'esprit la sécurité, leur rappelant que la technologie peut apporter le bonheur ou le malheur et qu'ils doivent donc toujours réfléchir avant d'agir. Il leur a demandé de faire attention aux techniques qu'ils apprennent de lui, qu'ils réussissent ou non. Mei demande si c'est normal d'échouer et Massa tapote la tête des deux filles tout en les rassurant que l'échec fait partie de l'apprentissage et qu'elles doivent également apprendre la bonne façon d'utiliser la technologie. Les visages d'Adol et Mei brillant de la confiance qu'il leur accorde. Massa annonce qu'ils devraient commencer à chauffer le four et les guide à travers les premières étapes avant de partir défricher le terrain pour la nouvelle ville. Sur le site, il construit un sol plat et bloqué, s'épuisant et transpirant. Il estime qu'il lui faudra 6 heures pour récupérer son mana et se rend compte qu'à ce rythme, niveler toutes les terres de la ville prendra des jours. L'idée d'une répétition aussi épuisante l'horrifie et il commence à chercher une autre solution. Ses yeux se posent sur la falaise voisine et il se souvient du temps qu'il a passé avec Mei et les lapins en contrebas, ce qui lui donne une idée. Un sourire s'affiche sur son visage alors qu'il court vers le bord de la falaise et en dessous, il aperçoit les slimes en vue. Massa apporte un slime au village, annonçant qu'il envisage de le garder là-bas, au grand souci de tous. Le chef remet en question son raisonnement, soulignant que les slimes sont des monstres. Massa explique qu'il souhaite l'utiliser pour traiter les eaux usées et les déchets alimentaires, tout en étudiant sa nature. Il mentionne avoir vu des documents à Portalum indiquant que certains monstres peuvent coexister avec les humains et il pense qu'ils peuvent être utilisés comme ressources, un peu comme le bois ou la pierre. En privé, Massa n'exprime pas son idée de construire des toilettes avec de la bave. Le leader est inspiré par l'idée d'utiliser les monstres comme ressources. Massa explique qu'il souhaite observer la quantité de slime qui peut être consommée et établir des méthodes de manipulation sûres. Et il partage son projet supplémentaire d'élever des lézards géants pour remédier à leur situation alimentaire. Après avoir examiné la proposition, le chef accepte de laisser Massa garder la bave dans le village, ce qui lui fait plaisir. Au cours des jours suivants, Massa étudie le slime et découvre qu'il ne peut pas grimper plus haut que sa propre odeur.
Il expérimente en le nourrissant d'herbes et de bois, observant qu'il les absorbe et les dissout lentement. Après plusieurs jours de même régime, il remarque que même s'il continue à manger et à digérer les matières, il semble s'en lasser. Sur la base de ces résultats, il conclut que le slime ne devrait avoir aucun problème à digérer les déchets alimentaires. Un jour, un lapin avertit Massa que le slime ne bouge pas. Inquiet, Massa se précipite vers son animal et le ramasse, le trouvant ratatiné et raide. Il se rend compte que l'eau est devenue trop sèche et qu'elle a besoin d'eau. Après l'avoir placé dans un étang, la petite créature reprend vie. Plus tard, les lapins apportent davantage de slime pour des expériences d'élevage à grande échelle. De toutes ces observations, Massa forme une hypothèse. Les slimes sont le mécanisme d'auto-nettoyage du monde, basé sur sa découverte selon laquelle il ne décompose que les impuretés de l'eau sale. Grâce à son animal de compagnie visqueux, Massa ressent la joie de la découverte. Un jour, Mai demande si elle peut garder un slime comme animal de compagnie. Massa hésite, luttant pour expliquer que les slimes, bien qu'utiles, restent des monstres potentiellement dangereux. À contre-cœur, il lui dit qu'elle ne peut pas en garder un. Plus tard, Massa informe le chef qu'il doit quitter à nouveau le village après avoir calculé qu'ils seront bientôt à court de bois et d'autres matériaux. Le chef accepte de le laisser partir et propose même une aide supplémentaire si nécessaire. Massa raconte au chef qu'il a demandé à l'équipe de collecte de collecter des jeunes arbres et des graines parce qu'ils ont besoin de les planter, expliquant que même si les arbres mettent des années à pousser, ils peuvent être abattus en un instant. Ils doivent donc préparer l'avenir en redonnant quelque chose à la forêt et aux montagnes pour maintenir un environnement riche, puisque ce sont elles qui utilisent son bois. Le chef et Adèle sont impressionnés par le fait qu'ils pensent toujours avec 10 longueurs d'avance. Massa leur demande de se concentrer sur les arbres fruitiers et de les faire pousser jusqu'à la taille dans le village avant de les planter dans les montagnes. Le chef demande quand Massa partira et Massa rapporte qu'il partira dès qu'il sera prêt, précisant qu'il part seul, pleinement conscient qu'Adol envisage de l'accompagner. Le lendemain matin, Mei et Adol retrouvent Massa à la sortie du village pour voyager avec lui. Mais défend son besoin de venir en raison de sa connaissance des herbes et des plantes, tandis qu'Adol insiste sur le fait qu'elle ne restera pas en arrière lorsqu'elle pourra élargir ses horizons avec lui. Les filles unissent leurs forces, déclarant qu'elles viennent même s'il dit non, et Massa accepte à contre-cœur à condition qu'elles suivent ses instructions. Alors qu'ils se promènent dans la forêt, Massa explique que leur tâche n'est pas seulement de ramasser du bois, mais aussi de la pierre et d'autres matériaux, en particulier des graines et des jeunes arbres qu'ils peuvent manger ou utiliser à des fins médicinales, soulignant son désir de les cultiver car ils doivent vivre en harmonie avec la nature, quel qu'en soit le prix. Lorsque les filles se demandent pourquoi il pense ainsi, il explique que les humains dans son monde se sont tellement développés que de nombreux êtres vivants ont disparu, lui apprenant qu'il n'est pas bon pour les humains d'être trop puissants. Et dans sa seconde chance dans la vie, il veut vivre comme si tout était précieux pour ce monde. Les filles le traitent de ringard, mais ressentent de la joie de le voir défendre de tels idéaux, ce qui les rend impatientes de découvrir de nouvelles choses au cours de leur voyage. Plus tard, Adol rassemble d'énormes piles de bûches et se rend compte que Massa a disparu de la vue. Mais il informe que Massa est allé ailleurs, ce qui amène Adol à se demander jusqu'où l'homme est prêt à aller pour couper du bois. Mei entend alors le bruit d'une épée balancée au loin avec ses oreilles de lapin et il se dirige vers le son où il voit Massa décapiter un monstre géant et sa tête s'envoler de son corps et se précipiter vers Adol. Adol attrape la tête avec ses mains, se figeant de dégoût, et plus tard, blanche de contusion suite au coup de représailles d'Adol. Massa s'excuse et explique que le monstre géant l'a attaqué. Mei, émerveillé, l'identifie comme un ver et Massa l'informe qu'il y a des créatures similaires dans son monde qui enrichissent le sol et aident les plantes à pousser. Ne remarquant aucun trou à proximité suggérant de creuser, Massa est perplexe, mais Adol explique que le ver utilise la magie de la terre pour voyager sous terre sans laisser de trou derrière lui, intriguant Massa avec l'idée de la magie utilisant des vers. Mei ajoute qu'elle a entendu dire que les vers pouvaient être utilisés pour fabriquer des arcs haut de gamme, leurs tendons élastiques et solides servant de cordes d'arc et de matériaux d'armure. Massa demande si cela signifie que les gens pourraient devenir dans la forêt pour chasser les vers, mais Adol en doute car très peu peuvent en éliminer un. Les deux filles regardent Massa comme s'il était inhabituel. Tandis que Mei remarque joyeusement qu'il n'est pas surprenant que son grand frère ait vaincu un monstre géant. Massa réfléchit à la manière d'utiliser le ver pour obtenir des matériaux et si la chasse pourrait devenir une routine, incitant Mei à partager que les lapins chassent des monstres comme des lézards géants et mangent des oiseaux appelés creux-creux, se portant volontaire pour écouter l'oiseau avec ses oreilles. Au lieu de cela, elle entend le bruit d'une bête vicieuse et est si terrifiée qu'elle s'effondre en criant.
Il demande ce qui ne va pas, mais elle continue de pleurer, et Masa se souvient à quel point elle avait peur lors de leur première rencontre, réalisant qu'elle a encore plus peur maintenant. Mais il l'attrape, le suppliant de ne pas partir à la recherche du monstre et, en larmes, l'avertit qu'il mourra s'il le combat. Masa lui assure qu'il ne le combattra pas, mais dit qu'il doit encore regarder la bête pour savoir à quoi ils ont affaire. Mais lui fait promettre de revenir immédiatement, et après avoir accepté, elle lui indique la direction du son. Masa court vers lui et se cache derrière un arbre pour éviter d'être vu par le monstre, où il aperçoit un ours à 4 bras mangeant un cheval violet géant, un spectacle qui fait trembler même le puissant Masa. Masa se cache, effrayé, regardant l'ours continuer à manger sa proie avant de finalement partir, le laissant soulagé. Il se dit qu'il n'a jamais vu un monstre pareil auparavant. En examinant le cadavre du cheval, il note qu'il est tout aussi anormalement énorme, avec 6 pattes, et l'apprécie comme un cheval d'assaut de la savane, une espèce mutante issue d'un cheval qui a accumulé une quantité anormale de pouvoirs magiques, le faisant se demander d'où il a obtenu une telle source. Il réfléchit alors à ce qu'il pourrait apprendre sur l'ours, mais soudain, une goutte d'eau lui tombe sur le nez, et une seconde plus tard, il se met à pleuvoir. Réalisant que lui et les filles doivent retourner au village pour avertir le chef de l'ours, il se dépêche de rentrer. Là, le chef dit à Masa qu'ils ont rencontré l'ours démon, expliquant que, comme le cheval géant, il a muté à cause du mana et est repéré toutes les quelques années, sa force et son attitude s'apparentant à une catastrophe naturelle. Le chef exprime son soulagement que la chance soit de leur côté, car l'ours a probablement senti la pluie approcher. Adèle exprime sa crainte que l'ours ne revienne, mais le chef la rassure, notant que c'est déjà la saison des pluies lorsque l'ours démon devient moins actif et dresse un tableau des plaines inondées et des prairies se transformant en un vaste lac. Inspiré, Masa demande si l'environnement aquatique signifie que les créatures marines migreront vers la zone et le chef confirme que les créatures aquatiques deviennent actives. Masa se lève pour partir, faisant croire au chef qu'il a l'intention de trouver et de combattre l'ours. Mais Masa s'exclame qu'il en a déjà assez de la nourriture répétitive et qu'il veut collectionner des créatures marines pendant que l'occasion se présente. Se précipitant dehors en toute hâte, il voit les champs forestiers maintenant remplis de flaques d'eau et s'excite. Alors qu'il se promène, il trébuche presque, regardant la flaque d'eau et soupçonnant que quelque chose a dû essayer de l'attirer. Soudain, un crabe vert géant sort de l'eau et tente d'attraper Masa avec sa griffe, mais Masa saisit la griffe sans effort et soulève la créature. Il sort une corde de son espace de stockage et attache le crabe pour qu'il ne puisse pas bouger. Grâce à sa capacité d'évaluation, il l'identifie comme un crabe bleu qui devient vert émeraude brillant lorsqu'il est mouillé. Masa se sent chanceux d'être dans un endroit où il peut trouver si facilement des créatures aquatiques et est enthousiasmé par le nombre d'autres qu'il pourrait découvrir. Il se met à attraper une variété de créatures allant des crapauds verts, mousses, écrevisses et venimeux à un python furtif et, après avoir rassemblé ce qu'il peut, bave à l'idée que le village ait enfin quelque chose de nouveau à manger. Marie apparaît soudainement derrière lui, surprenant l'homme. Masa demande ce qu'elle fait dehors, un jour de pluie, et elle révèle qu'elle ne peut pas se mouiller grâce à sa barrière divine. Elle a expliqué qu'elle était apparue par curiosité quant à la raison pour laquelle il chassait soudainement des créatures aquatiques, et Masa se rend compte que la déesse n'a jamais mangé de fruits de mer auparavant. Fièrement, il lui dit que ce sont des ingrédients qu'il ne pouvait pas ignorer, et Marie curieuse lui demande s'ils sont vraiment délicieux. Voyant son intrigue, Masa lui prend la main pour l'emmener quelque part où ils pourront partager une collation. Il construit une cabane temporaire pour les protéger de la pluie, puis sort le crabe bleu de son espace de stockage en leur suggérant de l'essayer. Marie est sceptique quant à sa consommation, alors Masa lui demande de s'asseoir pendant qu'ils préparent leur collation. Alors que la déesse le regarde préparer ses ustensiles de cuisine, les cheveux mouillés par la pluie, elle attrape une serviette et la place sur sa tête, l'essuyant doucement et lui demandant de ne pas bouger pour qu'elle puisse finir. Masa remarque qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle pouvait être aussi gentille, ce qui a incité Marie à le gifler légèrement avec la serviette, rougissant alors qu'elle lui disait de rester immobile près du feu et de se réchauffer. Elle ajoute qu'il devrait considérer cela comme une récompense pour avoir travaillé si dur dans le village de la ville côtière. Il continue dans un silence confortable, rougissant et se regardant furtivement. Masa pose un plat de crabe bouilli sur la table et Marie admet que c'est meilleur que ce à quoi elle s'attendait. Même si Masa, toujours gêné par le fait de fouetter la serviette, ne parvient qu'à rester silencieux, n'est-ce pas ? Marie essaie de retirer la coquille d'une jambe, mais c'est trop dur pour elle. Masa lui montre le truc en tirant le membre horizontalement pour que la viande glisse. Après l'avoir essayé elle-même, Marie prend une bouchée et son visage s'illumine devant cette délicieuse saveur.
Elle vante l'équilibre parfait entre richesse et douceur. Ils échangent un autre regard maladroit avant de retourner à leur repas. Une fois satisfaite, Marie demande quand elle pourra ramener un crabe chez sa sœur, Hera. Massa se souvient qu'elle fait référence à la déesse qui lui a envoyé un message plus tôt. Il lui propose les restes de crabe, mais prévient qu'il n'aura pas aussi bon goût froid. Marie le félicite à nouveau pour sa capacité à fabriquer n'importe quoi, affirmant qu'elle ne se lasse jamais de le regarder cuisiner, fabriquer des outils et forger des épées. Massa lui rappelle que c'est elle qui lui a donné ses compétences, mais elle précise qu'elle est impressionnée par les connaissances et les idées qui rendent leur application spéciale. Il explique que c'est parce qu'il travaillait dans un centre d'accueil où il devait être un touche-à-tout, un centre d'accueil rural sur un immense terrain, ouvert tôt le matin jusqu'à tard le soir, ouvrant particulièrement tôt pendant la saison des plantations pour accueillir les agriculteurs. Il décrit avoir étudié comment manipuler et préparer des plants de fleurs, d'arbres et de légumes, énumérant la variété de compétences dont il avait besoin, notamment tout expliquer aux clients, et se plaignait de manière stressante de devoir faire tout ce que le directeur disait, surtout lorsqu'il manquait de personnel. Marie voit à son expression paniquée qu'il a eu une vie difficile, mais elle lui dit que c'est toujours formidable que toutes ses compétences soient utiles maintenant. Massa regrette qu'ils devront s'occuper de l'ours démon avant de pouvoir continuer à construire la ville pour les hommes bêtes, admettant qu'il est venu chercher des ingrédients en partie comme excuse pour fuir ses problèmes. Attristée, Marie se lève et lui dit qu'elle ne lui permettra jamais de s'enfuir, ajoutant qu'il a si bien fait pour ce monde qu'elle déteste le voir dans un moment de faiblesse. Il sourit et demande ce qu'elle fera s'il essaie de s'enfuir, et elle répond qu'elle ne lui pardonnera jamais. Massa rit de sa tentative d'avoir l'air sérieux, embarrassant la déesse, puis dit qu'il ne peut pas être un lâche, si une déesse le dit, lui demandant de s'asseoir et de le regarder prendre soin de l'ours démon. Massa retourne à l'endroit où les lapins rapportent que le mur à l'entrée est presque terminé. En inspectant leur travail, il est heureux de voir sa stabilité et à quel point il commence à ressembler à une formidable forteresse, et il les encourage à poursuivre leur bon travail. En examinant les préparatifs pour les protéger de l'ours démon, Massa estime qu'ils progressent pas bien, même s'il souhaiterait avoir plus de temps pour passer au niveau supérieur. Cette nuit-là, alors qu'il révise ses compétences, il est déçu que la plupart de ses nouvelles ne soient pas liées au combat. Il dit à Mei qu'ils ont besoin de plus de puissance de feu pour affronter l'ours démon, et elle demande s'il parle de magie du feu, rappelant que Foxkin est doué en magie, et se demandant si l'un de ceux qui reviendront pourrait être des utilisateurs de magie. Massa envisage de demander à Lance de trouver un Foxkin pour lui enseigner, mais Adèle répond que les hommes bêtes dotés d'aptitudes magiques sont rares. En réfléchissant, Massa se rend compte qu'il n'a vu personne utiliser la magie depuis son arrivée dans ce monde, et demande à Adèle combien de personnes dans la ville peuvent l'utiliser. Elle ne peut penser qu'à un ou deux, de plus en plus en colère à l'idée que Marie l'ait induite en erreur en décrivant un monde où l'épée et la magie s'affrontaient. Soudain, Massa entend un son et vérifie son écran d'état, découvrant un nouveau message. Adèle et Mei sont étonnés de voir un écran de statut pour la première fois et Massa explique que la déesse le lui a donné, admettant qu'il pense aussi que c'est cool. Il lit le message d'Hera, qui explique que ce monde trouve encore ses racines dans la magie et la science. Alors que certains monstres utilisent la magie comme un trait naturel, les humains, les hommes bêtes, les démons et les nains n'ont pas encore déchiffré ces principes. Et elle attend avec impatience les efforts de Massa pour faire progresser la magie dans le monde. Intrigué par son attente qu'il répande la magie, Adil demande s'il peut même l'utiliser, et il répond avec désinvolture qu'il ne peut utiliser que la magie de guérison, une déclaration qui laisse les deux filles le regarder avec étonnement. Massa se demande si la déesse veut lui enseigner la magie, craignant qu'il ne comprenne pas suffisamment ses principes pour se qualifier, mais il réalise ensuite ce qu'il doit faire, construire une installation d'apprentissage. Il déclare qu'il doit ouvrir une école. Massa dit à Mei et Adèle qu'une école dans son monde est un centre d'apprentissage des connaissances. Adèle imagine que son monde doit être rempli de connaissances et de technologies bien au-delà des leurs. Massa sort un téléphone portable de son espace de stockage et le montre fièrement aux filles comme exemple de la technologie de son monde. Les filles ne comprennent pas comment la petite boîte est censée être la fierté de son monde. Massa allume le téléphone portable et est surpris de voir qu'il est toujours actif. Il se demande si cela signifie que le temps s'arrête dans son espace de stockage. Il dit aux filles que son appareil leur permet de parler à des gens venus de pays lointains.
Il continue d'affirmer qu'il peut prendre des photos, enregistrer des vidéos et leur permettre d'écouter des dizaines de milliers de chansons. Il leur en dit plus, bouleversant les filles. Il leur montre comment ça marche en prenant une photo des filles ensemble. Il joue de la musique, joue à des jeux vidéo et utilise la calculatrice pour leur montrer comment compter les nombres avec. La prochaine chose que Massa sait, c'est déjà la nuit et il vient de se rendre compte qu'il a perdu la journée à s'amuser avec son téléphone. Il se recentre sur la manière dont il peut enseigner la magie alors qu'il n'en a lui-même aucune connaissance détaillée. Il se demande pourquoi la déesse Héra veut qu'il fasse cela. Penser aux déesses lui donne une idée. Il demande malicieusement à voix haute comment fonctionne la magie. Comme il s'y attendait, Marie sort d'un portail pour lui expliquer comment utiliser la magie. La déesse se rend alors compte qu'elle a été trompée pour être invoquée. Marie explique que la magie de guérison est différente des autres, et qu'il n'a utilisé la magie qu'une seule fois lorsqu'il a porté son dernier coup sur Lance lors de leur duel. Elle explique qu'il a inconsciemment imprégné son épée de magie, ce qui l'a rendue plus forte. Massa se souvient avoir utilisé ce qu'il pensait être de la magie sur lui-même et sur des bandits, alors Mario lui assure qu'il n'utilisait que des compétences à l'époque. Elle explique que les dieux confèrent des compétences et qu'elles se manifestent selon la façon dont le destinataire les imagine. Elle explique que Massa utilise ses compétences en fonction de ses connaissances en matière de bricolage et de jeu. Elle dit que la véritable magie de guérison nécessite des connaissances médicale et que malgré cela, la guérison prend du temps. Massa se rend compte que c'est la raison pour laquelle toutes ses compétences sont adaptées à son ensemble de connaissances. Il demande maintenant comment il peut utiliser la magie comme il l'a fait lors du duel. Marie lui rappelle comment il peut sentir la magie circuler dans son corps lorsqu'il utilise une compétence et qu'il a même manqué de mana une fois. Elle lui conseille d'imaginer le mana comme sa source d'énergie et qu'il doit le laisser couler tout en imaginant un phénomène qu'il souhaite créer, puis en l'amplifiant et en le manifestant. D'après son explication, Massa est convaincu qu'il peut y parvenir. Il lui demande si elle peut s'expliquer sur ce point, car cela peut être considéré comme une ingérence majeure. Marie dit que tout va bien, mais son visage effrayé montre clairement qu'elle craint qu'Este ne lui fasse la leçon. Massa sourit en disant à Marie qu'elle ne peut pas arrêter de s'inquiéter pour lui. La déesse le frappe pour son audace et lui dit de ne pas pousser sa chance. Elle admet avec un visage embarrassé qu'elle ne fait qu'aider Héra. Massa lui sourit et la félicite d'être une bonne grande sœur. Après avoir parlé à Marie, Massa a ajouté l'étude de la magie à sa routine quotidienne. Pendant ce temps, la vie dans le village reprend paisiblement maintenant que les défenses anti-ours sont terminées. Massa a l'impression qu'ils ont perdu beaucoup de temps puisque l'ours démon ne s'est jamais présenté de toute façon. Alors qu'Adèle lui dit que le meilleur résultat est que l'ours ne vienne pas, Massa craint toujours que cela signifie simplement que l'ours viendra l'année prochaine. Mais il pense que le plus important est que le village soit sûr. Le chef est d'accord et est au moins heureux d'avoir tiré quelques flèches utiles de cette expérience. Massa rappelle qu'il parle des flèches qu'il a fabriquées, auxquelles il a ajouté des pointes. Il sourit d'un air suffisant à la pensée de la difficulté à arracher les barbes et de la façon dont elles sont recouvertes de poison. Le chef dit à Massa que l'escouade de chasse adore ces flèches et leur montre s'entraîner sur le champ de tir. Il se souvient que les arcs qu'ils utilisent sont fabriqués à partir du monstre arbre. Massa demande à l'équipe comment fonctionnent les arcs enfilés avec des tendons de verre. L'équipe tombe dans un silence gênant, ne sachant pas quoi lui dire. Ils expliquent que les ficelles sont solides, mais que même les villageois les plus forts ne peuvent pas les tirer correctement, donc elles restent inutilisées. Le villageois qui en tient un demande à Massa de manifester. Massa prend l'arc, vise et tire à une vitesse extrême. La flèche tire si vite qu'elle brise la cible et transperce l'arbre derrière elle. Massa se rend compte qu'il a accidentellement recouvert la flèche de magie boostée. Il essaie de ne pas s'inquiéter, se disant que la flèche finira par s'arrêter. Ils entendent alors le cri d'une bête sauvage. La tour de guet donne l'alarme, annonçant un mouvement près de la falaise nord. Il déclare l'apparition de l'ours démon. Tout le monde se prépare à l'évacuation. Massa essaie d'excuser ce qu'il a fait comme un accident total. Le chef essaie de rester calme et rappelle à tous qu'ils s'y sont préparés. Il dit à Massa qu'ils peuvent le gérer. Avec conviction, Massa est d'accord. Il demande au chef de coordonner les évacuations pendant qu'il ordonne aux combattants de regagner leur position. Il ordonne alors à l'escouade de chasse de le suivre pour affronter l'ours démon. Adaline s'inquiète peut-être pour Massa, mais il leur tapote la tête et leur dit que le village est entre leurs mains. Massa dirige alors l'équipe de chasse alors qu'il se précipite vers le danger. Adal assure à Mei que Massa ira bien. La fille Lapin répond qu'elle croit en son grand frère. Les deux filles se tiennent debout et crient à Massa de faire de son mieux. Pendant ce temps, Massa se cache derrière des buissons
alors qu'il regarde l'ours démoniaque faire des ravages parmi les arbres. Il est nerveux de voir l'ours, qui est maintenant blessé à l'œil gauche, avoir l'air incroyablement furieux. Il fait signe au peloton de chasse positionné sur la falaise au-dessus de se préparer. Massa prévoit d'attirer l'ours démon directement sous la falaise, afin que les chasseurs puissent tirer dessus. Il se dit que s'il ne parvient pas à attirer l'ours au bon endroit, cela signifiera sa mort et la destruction du village. Massa lève les mains, faisant signe aux archers de viser. Il tire, piégeant l'ours dans un barrage de flèches pluvieuses. Pendant que l'ours est distrait, Massa le frappe, mais la bête ne semble pas ressentir l'attaque. Il regarde directement Massa. Massa court alors, essayant d'attirer l'ours vers lui. Il rattrape rapidement son retard, et Massa bloque ses frappes rapides avec son épée, devenant dépassé. Alors que ses griffes sont sur le point de le frapper, l'ours sursaute soudainement de douleur et arrête d'attaquer. Massa réalise que le poison des flèches fait effet, soulagé qu'il fonctionne mieux que prévu. Les archers tirent une autre volée et Massa court aussi vite qu'il peut pendant que l'ours est distrait. L'ours subit le poids des flèches jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber. L'équipe de chasse applaudit leur victoire. Massa s'approche de l'ours avec incrédulité qu'ils aient réellement gagné, vérifiant sa fenêtre de statut pour voir si son XP a augmenté, et est heureux de voir qu'il a gagné un niveau considérable. Alors qu'ils pensent qu'ils peuvent rentrer chez eux en paix, Massa regarde de plus près le visage de l'ours et se rend compte que les marques de sa fourrure sont différentes de celles de l'ours qu'il a vu auparavant. Il avertit l'un des membres de son équipe de chasse de ne pas s'approcher, tout comme il déclare que ce n'est pas l'ours qu'il a rencontré à l'origine. Il ne remarque pas qu'un autre ours démon est déjà derrière lui. Les autres crient, craignant pour la sécurité de Massa. Massa est frappé par la patte de l'ours démon, ses côtes écrasées par l'impact, la force l'envoie voler, brisant plusieurs arbres sur son passage. À bout de souffle, il essaye de se lever et regarde à ses côtés. Non seulement son armure est brisée, mais la peau en dessous est rouge foncé et enflée. L'ours se rapproche, se rapprochant à chaque pas. Massa tentait de se relever, mais la douleur causée par sa blessure est trop intense. L'ours écarte les arbres à mesure qu'il avance. Un archer tire une flèche, mais l'ours l'attrape à main nue, puis porte son attention sur les lapins sur la falaise au-dessus. Saisissant la distraction, Massa sort son arc et tire, blessant l'un des membres de l'ours. Il sourit d'un air de défi et dit à l'ours qu'il peut encore se battre. Les squads de chasse regardent avec horreur. Un certain Massa est sur le point d'être tué. Massa se lève lentement, canalisant la magie de guérison dans ses blessures alors qu'il avance en titubant. Il court aussi vite que son corps le lui permet, convaincu qu'il a encore une chance s'il parvient à atteindre un certain endroit. Mais l'ours le rattrape avant d'avoir pu aller loin, le frappant encore et encore. Massa a du mal à continuer de bouger jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé, ses forces presque épuisées. Il peut sentir sa magie de guérison faiblir et il n'arrive pas à se concentrer suffisamment pour la maintenir. Avec l'ours au-dessus de lui, il croit que sa fin est venue. Massa regrette d'être mort au moment où il a trouvé des personnes qu'il veut protéger. Il ferme les yeux, acceptant son sort. Puis ses yeux s'ouvrirent brusquement. L'ours est frappé par une arme de mêlée brandie par Adal, chaque coup portant un énorme pouvoir destructeur. La jeune fille crie après la bête, déclarant qu'elle ne se retiendra pas contre quelque chose qui a tenté de tuer l'homme qui a élargi son horizon.